Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. L'émission de référence s'appelle Le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Merci d'avoir choisi d'écouter votre radio. Je voulais qu'on commence cette émission, tout d'abord avant de parler de toute autre chose, de l'actualité, etc., avec cette chanson souvenir et ne jamais oublier ce qui s'est passé le 6 décembre 1986, rue Monsieur le Prince. Malek Osekin a été tué. Une chanson pour lui rendre hommage qui a été faite et écrite, chantée, interprétée par Monsieur Aklidé. Rue Monsieur le Prince, où Malek Osekin. Rue Monsieur le Prince, mon frère était victime de ses origines. Est-ce que les hommes naissent racistes? Est-ce que les hommes naissent racistes? Ou bien c'est le système qui les éduque, les tolère, ne les condamne pas? Ou parfois, par hypocrisie, quelques années de sursis. Saint-Denis Basilique. Monsieur le gardien de la paix, mon frère était pacifiste. Monsieur le gardien de la paix, pourquoi avez-vous tiré? Est-ce que les hommes naissent racistes? Est-ce que les hommes naissent racistes? Ou bien c'est le système qui les éduque, les tolère, ne les condamne pas? Ou parfois, par hypocrisie, quelques années de sursis. Malek Osekin, donc ne jamais oublier ce qui s'est passé ce 6 décembre 1986 et je voulais qu'on commence évidemment cette émission par cela, parce que c'est avec son histoire que l'on construit son présent et son futur. Et pour nous en parler, qui plus est, Monsieur Gamal Abina, qui a bien connu cette époque, qui est bien avec nous aujourd'hui. Bonjour mon Gamal. Bonjour à tout le monde. Malek Osekin, ça te parle? Oui, ça me parle vraiment, parce que je faisais partie des gens qui manifestaient à l'époque par rapport à la loi Devaquet. C'est comme ça qu'on appelait ça, avec le slogan Devaquet au piquet. C'était une loi de réforme pour les études supérieures, qui devait nous concerner évidemment, on était tous lycéens. Et quand c'est arrivé en 86, évidemment, c'était des jeunes, on se reconnaît en lui, puisque c'est comme nous un maghrébin. Et on se rappelle des voltigeurs qui l'ont assassiné, puisque ça s'appelle un assassinat. Et il a été le symbole fort d'abord d'une mobilisation estudiantine, puis ensuite une mobilisation antiraciste. Et quand ces voltigeurs l'ont assassiné, évidemment les motivations racistes étaient évidentes. Ils ont assassiné un jeune qui n'était pas du tout délinquant, qui était un jeune étudiant propre sur lui, sans aucune motivation réelle, si ce n'est que de faire du tir au pigeon littéralement. Donc nous, quand on a vu effectivement cet assassinat, ça a provoqué immédiatement des mobilisations massives antiracistes. C'était à l'époque où Le Pen montait en puissance, c'était à l'époque où Mitterrand manipulait l'extrême droite, comme aujourd'hui on le voit très bien. Donc tout ça, ça nous rappelle des choses qui donnent le sentiment qu'à chaque fois c'est une histoire qui se répète. Ali est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ali. Bonjour. Malek Osekin, pareil, un petit mot. Ah bah oui, c'est vrai qu'en plus un étudiant qui en plus était un étudiant brillant, avec un bel avenir devant lui. Parle bien devant le micro, moi. Et je dirais malheureusement happé par je sais pas comment appeler ce genre de police. C'est vrai qu'à l'époque,
c'est des polices que l'on voit peut-être dans d'autres types de régimes, des gens sur des motos avec des matraques et où malheureusement l'étudiant n'a pas eu la possibilité de pouvoir même s'exprimer. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est sur la petite stèle qui a été posée rue Monsieur le Prince, ouais. Savoir qu'elle n'est pas posée à la verticale, mais qu'elle a été posée à même le sol. Pour information. Sabrina Nouri est avec nous. Bonjour ma Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices de France Maghreb 2. Malek Osekine, ouais. Un petit mot. Bah écoute, oui, on lui rend hommage aujourd'hui et moi je porte toujours un peu d'interrogation par rapport aux violences policières. Ce que ces étudiants ont vécu à cette époque-là, bon moi j'étais très minot. Très jeune. Très minot. Très minot, voilà. Mais aujourd'hui, moi qui vis cette époque-là et que ce que j'ai vu par rapport aux gilets jaunes, même des étudiants qui ont été, je ne sais pas si vous vous souvenez, les facs qui ont été bloqués, enfin, ça a été terrible par rapport à ces violences policières. Et j'ai l'impression que finalement, en fait, on n'a pas vraiment évolué sur le sujet. Il y a toujours encore cette emprise, ce poids sur l'impunité de certains. Et donc, bon, c'est mon interrogation de ce soir. Et cet hommage me le rappelle, en tout cas. Ne jamais oublier, en tout cas, c'est important qu'on le rappelle. Et ça a du sens de commencer par cela. Aujourd'hui, cette émission, au lendemain d'un meeting de la honte à Villepinte. D'ailleurs, il y a un lien, il faut le faire. Quel lien? À l'époque, c'était Mitterrand, évidemment, mais il y avait aussi Pasqua qui est officier, qui était le chef de la police. Absolument. Et dont c'est un père spirituel d'un certain Monsieur Z qui se prend pour Zorro. Donc, effectivement, nous avons un lien historique qui n'est pas anodin, à une époque où la délinquance était très marginale, il faut le rappeler aussi, où on parlait d'étudiants qui étaient très travailleurs, et où, effectivement, on a assassiné un étudiant qui était un symbole pour nous. Voici le programme pour cette émission aujourd'hui. On ne parlera pas de Zemmour. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi donc ? Il est déçu, Gamal. Oh là là là. Au programme de cette émission, on en parlera un peu dans le zapping, mais pas directement. Au programme de cette émission, on parlera plus, parce que c'est beaucoup plus important, à mon sens, la visite de Macron dans le Golfe. Oui, des enjeux commerciaux, en oubliant les droits de l'homme, qui masquent un petit peu les droits de l'homme, un petit peu beaucoup même. Il faut faire un choix, il l'a fait. Il l'a fait, absolument. On en reparlera avec une vente record, pour le coup. Là, il a rentré de l'oseille, l'ami Macron. Pour le coup, on parlera aussi des restrictions annoncées par le gouvernement. Alors, rassurez-vous, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça concerne en particulier et principalement les écoles. On y reviendra tout à l'heure et on verra si c'est la bonne solution, justement, par rapport à ce variant et cette montée épidémique dans notre pays, entre 48 000 et 50 000 nouvelles contaminations par jour aujourd'hui. Les hôpitaux qui sont de plus en plus débordés, nous dit-on. Alors selon les endroits, ça dépend. La situation inquiète, mais n'oublions pas que nous sommes en période électorale et qu'il ne faut, pour l'exécutif, prendre aucune décision impopulaire et surtout pas gâcher les fêtes de fin d'année des Français une deuxième année consécutive. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Le zapping, on parlera de ce qui s'est passé ce week-end, de meeting hier, l'élection de Valérie Pécresse qui représentera les LR, et puis la petite bande de soprano dans le Téléthon. Vous allez voir, c'est assez hilarant à découvrir tout à l'heure, sans oublier aussi Libertad. Nous recevrons deux invités tout à l'heure. Monsieur Walid Ben Mabrouk, qui est acteur, producteur et co-scénariste d'un film qui sort demain, à fleur de peau, et c'est en rapport avec le 17 octobre. Je sais que ça va vous plaire, les amis. Ça sort demain. On en reparlera avec Walid Ben Mabrouk, mais aussi avec Hakim Soudjeh, qui est co-scénariste aussi de ce film. C'est parti pour un LGF, ma foi, assez tranquille, et surtout dans la tolérance, tout le contraire de ce qui avait lieu hier soir à Villepinte. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Allez, on va se faire le quiz, pour bien commencer. Un quiz, bien sûr, comme d'habitude, avec Gamal Abina, Sabrina Nouri. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, notre Sabrina. Quand même. J'étais occupée là. Ouais, oui. Voilà, ça y est, Mélenchon. Elle nourrit des ambitions. Non. Magnifique. Il est 16h09. Allez, on y va. C'est parti pour le quiz, les amis. Le quiz. Elle nourrit des ambitions. J'aime bien. Attention, Ali, Sabrina, Gamal, première question. Quel général
est nommé haut commissaire de France en Indochine en 1950? Leclerc. Non, monsieur. De Gaulle, je sais pas tout. Non. 50? Oui. 1950. Ah bah, j'étais même pas né. Bah oui. Attends, je réfléchis. 50, général. Quel général est nommé haut commissaire de France en Indochine en 1950? Ouais, je sais pas. J'en connais deux. Moi, j'en Général connais- de Gaulle et je sais Leclerc. J'ai pas bien loin. Ouais, je sais pas. Maréchal, non. De l'âtre de Tassigny, je n'ai pas. Oui. Hein? réponse, Gamal Abina. Il est au pif. De l'âtre de Tassigny. J'habite à côté de Et la la Tassigny. bonne réponse. Oui, il y a partout. c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ali? Parle bien près du micro, Ali. Pardon. Voilà, merci. Il y a beaucoup d'avenues, c'est un coup de peau pur. Hein. Ouais. L'édition du Téléthon 2021 qui s'est terminée ce samedi soir avec combien de promesses de dons, messieurs? 76 millions d'euros, non? Combien? 76? 78? Sabrina, tu dis combien? Il me semble que c'était 79. Ali? J'ai 75. Non, t'es Ali est plus près de la bonne réponse. Ah. 74 millions d'euros. dire en plus. Bravo, Alors. monsieur Bien, Ali. bien. En espérant que. Kamel Gusta- a donné la moitié. Ouais, Ouais, mais bon, t'as eu la bonne réponse. les réponses, pas les Voilà. thunes. Troisième question. Je cherche un peintre français, l'un des fondateurs de l'impressionnisme, mort Manet. en 1926, tu as dit? Manet ou Monet? Monet, Claude Monet, est la bonne réponse. C'était un- 2-1 pour Gamal Abina. Je cherche un écrivain et philosophe, figure de l'agroécologie, Ah, en Rabi, France. Rabi. mort évidemment ce samedi à l'âge de 83 ans. Pierre Rabhi, Pierre Rabhi. évidemment, cofondateur du mouvement Colibri aussi. Bonne réponse, Gamal Abina. Je cherche à présent, il est né en Algérie d'ailleurs. Ouais, absolument. Ouais. Je cherche un chanteur et acteur français, Vrai. mort en 2017. Mort? Oui. Chanteur et acteur. Ouais, un énorme chanteur. 2017. 2017. Quoi? Attends, Aznavour. réfléchis. Non. Non. Il était acteur, c'est vrai. Mais non, mais non, vous pouvez pas ne pas le louper celui-là. Un énorme chanteur. L'idole des jeunes, Johnny Hallyday. Bah oui, Johnny. Bah oui, ça fait 4 ans. Bah oui. Il était acteur? Ah oui, Non, il est mais- acteur. Oui, Bien sûr, on a fait des films. C'est fou quoi. Arrête. Des navets. Non. Il est- Enfin, Ouais, quelque chose en nous deux. Tennessee. Tennessee. Merci Michel Berger. Ou Goldman. Tennessee. c'est horreur. Je crois que c'est C'est Goldman. Goldman, je Ouais, c'est crois. Goldman, c'est Ouais, je crois que c'est Goldman. Ouais. Mais voilà, beaucoup d'auteurs qui ont écrit pour lui, hein. Oui, Goldman, Berger, Celui plein qui a- plein de monde. C'est Berger qui a relancé ses carrières. Ouais. Alors, c'est Sabrina qui a marqué son petit Absolument. point. Quand même, mine de rien. Quand même. 6e question. Qui qu'a dit? Voilà. C'est l'élection, à propos de Valérie Pécresse, c'est l'élection de la plus macroniste des candidats Macron. du Mélenchon. parti. Non, c'est pas Macron. Ah, c'est peut-être, Elle rajoute: je suis malheureuse pour les électeurs LR. C'est Isabelle la catholique. Comment elle Non. s'appelle Hidalgo, non? Non, Ah, pas Hidalgo, ça aurait pu. Pour les... Non. Ah, malheureux pour les LR. C'est peut-être Rachida Dati, non? non, non, elle la soutient. Ah, le soutien, ok. Attends, je réfléchis. c'est facile. Hein. C'est l'élection de la plus Pen. macroniste, oui, Ah. Le Pen, Ah. des candidats Entre du nous, il y a pas parti. beaucoup de Je femmes. suis malheureuse pour les électeurs LR, a-t-elle rajouté Madame Le Pen. Attention, dernière question. Je cherche un présentateur télé-radio né en 1929. D'abord. Non, il fut celui qui a animé une émission à succès sur RTL. Ah, Philippe Bouvard. Bouvard. Philippe Bouvard. Bonne réponse de Gamal Abina. C'est lui, hein, je crois. Et bien voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Ah, je suis déçue. Pourquoi? Ah, j'ai cru que t'allais me poser une autre question. Bon, qui a Laquelle? organisé un meeting à la Défense? Non, j'ai cru Ok. que t'allais me poser la question sur la tuerie à l'école polytechnique de Montréal. Mais pourquoi tu veux que je te pose une question Bah sur parce la tuerie que c'est un féminicide de masse et ça s'est passé le 6 décembre. Des féminicides, il y en a beaucoup malheureusement. Non, mais Non, de là masse, de c'était masse. particulier. Ouais, ouais. C'était Vas-y, particulier. raconte-nous, on connaît pas Ah, ça. raconte. Bah, donc en 1989, la Ouais. tuerie de l'école polytechnique de Montréal, un féminicide de masse, où un homme, Marc Lépine, est arrivé dans cette école et a dissocié, enfin a séparé les femmes Oh là. des hommes. Il a tué les femmes. Les hommes, il leur a dit partez, et puis les femmes, il leur a dit je vais vous tuer parce que je suis contre
les féministes. Vous allez être de futurs ingénieurs. Et donc, il est hors de question que vous soyez ingénieur. Et donc, boum, il a tiré. Il y avait combien ? Pas mal, hein. Je pense que 9 blessés. Il faut qu'on recherche, mais peut-être une vingtaine. Ah, Je sais c'est pas. chaud. Ah ouais, quand même. Ah, c'était une tuerie de masse. C'est un féminicide de masse, ça s'appelle. On en est à 107 féminicides en France, là. Hein. Ouais. Ouais. C'est grave. C'est grave. Très grave. Ça, par contre, ça intéresse personne. Ça intéresse personne, effectivement. Et c'est d'autant plus que ça intéresse personne, Ouais. mais c'est qu'on a eu pendant 5 ans Ouais. plein de communications là-dessus, la priorité du quinquennat, Ouais. un Grenelle, en veux-tu, en voilà, par Madame Schiappa, Ouais. des annonces de Madame Moreno. Juste pour info, dès qu'elle est arrivée à son poste, Madame Moreno, qu'est-ce qu'elle a voulu faire ? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire ? Tu sais ou pas ? Non. Eh ben, elle a voulu privatiser le numéro de téléphone 3919. Ah. Intelligent, ça. Voilà. C'est pas mal. Donc bref, c'est un quinquennat pour rien et on continue encore à avoir des féminicides. La justice ne peut pas faire son travail. Moi, je n'incrimine pas la justice, n'a pas les moyens de faire son travail correctement. La police n'est pas formée. L'hôpital public est en danger et donc forcément, c'est pas en foutant en l'air l'hôpital public qu'on va aider les violences faites aux femmes. Bref, un quinquennat et on espère que ça sera le dernier pour lui et qu'on passe à autre chose pendant 5 ans, qu'on puisse Alors, je sais pas si s'organiser. ça sera le dernier parce Non. qu'au vu de tout ce qui se Ah, passe, mais tout est fait pour attends, qu'il c'est soit pas réélu. fini. Hein. Oh, Mais bon. attends, on vient de C'est commencer. plié, c'est attends. plié. Non, c'est c'est pas plié. plié, Moi, je crois carrément. pas. Moi, je suis certain que c'est plié. 14 morts, hein, pour répondre. Ah, à ce que tu 14 disais. morts, tu 13 vois. blessés chez les femmes et le tueur qui est mort aussi, journal. Ouais, Mais bon, ouais. c'est Ouais. un massacre que je ne Bon, connais pas. dans un instant, les restrictions à propos du variant Omicron. Delta d'ailleurs, parce qu'on nous dit aujourd'hui que ce variant, pour l'instant, même s'il est propagé un petit peu partout, il est encore pas majoritaire en France. C'est toujours le Delta, donc il faut faire attention. Avec cette fameuse 3e dose, on voit qu'il y a pas mal de gens qui s'y pressent. 3e dose, pas encore vous ? Non. Personne ? Non. Non, bah non, on n'est pas Personne, prévu. vous n'êtes pas pressé. Non, on n'est Ah. pas prévu. Vous n'êtes pas prévu. Il faut minimum 5 mois, donc... Oui, bah oui, voilà, 5 mois, c'est ça. Les nouvelles restrictions, il y a eu un conseil de défense ce matin. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Bah pas grand-chose, on vous en parle dans un instant et ça concerne principalement les Mais bon, écoles. ça fait un moment que pas grand-chose. Hein. Oui, mais attends, faut pas oublier qu'on est en période électorale. Justement, on va se poser la question ensemble aujourd'hui, comment faire quand on est Emmanuel Macron, qu'on est en période électorale pour essayer de pas trop prendre des décisions impopulaires. Déjà qu'il se porte candidat, déjà. Bah, oui, Qu'il bah, soit on honnête en reparle dans un qu'il instant. soit honnête avec les Français, là. hein, À parce tout de que suite. Commence ça pas. traîne. Ça y est, Macron. à tout de suite. Il est Oui, candidat. Macron. Il est Et à tout de candidat. suite sur France Non, mais Maghreb il 2. l'a pas dit. Et il est de Il n'est vainqueur. pas J'ai encore officiel. Il n'est pas officiel. Candidat vainqueur. Voilà. À Il est tout de pas suite. officiel. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Sabrina Nouri. Sabrina qui nourrit beaucoup d'ambition, comme le disait tout à l'heure Gamal. Tu fais partie de ce fameux parlement lancé hier ? Oui. Alors, à fait. qu'est-ce que c'est que ce parlement ? Explique-nous. Le Parlement de l'Union populaire, c'est des hommes et des femmes qui sont pour moitié issus du mouvement de la France insoumise. Ouais. Alors, des personnalités qui ont des responsabilités, entre guillemets, hein, parce que, bon, tout ça, tout est relatif. Par exemple, moi, je suis l'animatrice du livret égalité femmes-hommes de... Tu es la Marlène Schiappa de la France insoumise. Non, ne me compare pas à elle, s'il te plaît. T'es gentil, on va pas partir sur ce terrain-là. Mais c'est pour vous donner un exemple. Et puis l'autre moitié, pour le moment, ils sont issus de la société civile. Alors vous avez des syndicalistes, Ouais. des artistes, donc il y a des comédiens, il y a des chanteurs, vous avez des journalistes, des philosophes, et donc ils sont composés comme ça. Et donc Il y a même la le papa présidente, Schiappa. Le papa de Marlène Schiappa, tout à fait. Ah bon Monsieur Schiappa, c'est un historien qui, Ouais. les idées peuvent être différentes et en même temps, on est de la même famille. Hein. Vous connaissez tout ça. Dans sa famille, on a des fois des divergences d'opinion. Donc, on ne va pas aller l'accabler avec ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, Yvan la Le Bolloc. présidente... Yvan Le Bolloc, bien sûr.
Bruno Gassio, évidemment, donc l'auteur des Guignols, par exemple. Et puis, ce Parlement est présidé par Aurélie Trouvé, qui était la présidente d'Attaque. Tout à fait. Donc, c'est vraiment... C'est l'Union populaire parce que c'est pour mettre en forme et en œuvre la stratégie que l'on a choisie. C'est-à-dire l'Union populaire n'a pas pu se faire par, on va dire, le haut, le sommet, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Les responsables politiques à gauche ne peuvent pas s'entendre. Et ça on l'a vu et on l'a constaté, ça date pas d'il y a 2 mois, hein, ça date d'il y a plusieurs années déjà. Quand on a tendu la main, on a bien compris qu'ils ne voulaient pas la prendre. Et donc du coup, il fallait quand même réagir. Et là où on s'est dit, si on n'arrive pas à le faire par en haut, on va le faire par la base, avec le peuple, les gens, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces personnes issues de la société civile, qui ont des responsabilités chacun à leur niveau, ont intégré ce Parlement qui va aider dans la campagne, qui va faire avancer les idées, parce que le programme nous réunit tous. Parce qu'ils adhèrent aux idées, peut-être pas à 100%, mais en tout cas à 70%, 80% des idées de l'avenir en commun. C'est ce qui nous réunit et c'est ce que l'on va proposer aux Français maintenant dans les mois qui vont suivre, puisqu'il nous reste 5 mois pour convaincre. Et donc, j'espère que ce Parlement va encore agréger d'autres formidables personnes et qu'on va travailler tous ensemble pour, une fois arriver au pouvoir, entre guillemets, pouvoir appliquer ce programme avec toutes ces personnes qui nous ont rejoints. Gamal, tu te vois dans ce Parlement, toi ? Pas du tout. Pas du tout ? Mais par contre, il y a des idées intéressantes, il faut le reconnaître. Ouais. Ali, tu te vois dans ce programme ? Dans ce Parlement ? Comme le disait Sabrina, on part de la base, donc à partir du moment où les gens arrivent peut-être avec des idées, que ces idées peuvent être entendues. Simplement, ce qui est embêtant, c'est ce qu'elle a dit en préambule. On dit en préambule que les gens de gauche, visiblement, n'arrivent pas à se... Tu as dit, vous avez tendu la main, et puis la main... si on va chez Parti Socialiste, ils disent on a tendu la main, le Français vient par ici, vous allez chez les Verts, ils disent on a tendu la main, chacun tend la main, visiblement. Oui, mais on a posé un programme sur la table, c'est-à-dire que tendre la main, c'est aussi dire, il faut qu'on s'entende sur des idées, un projet, et manifestement, certains partis ne veulent pas avoir de rupture avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors juste une question par rapport à ça, c'est que finalement, si je comprends bien, c'est plus des problèmes de personnes que des problèmes d'idées. Non. Parce que si les gens de gauche, plus ou moins, n'arrivent pas à s'entendre, c'est plus des problèmes de personnes. Mais il faut être très clair, il faut arrêter de rêver. On est des êtres humains, on se parle, c'est des problèmes de personnes. Tout le monde veut être la star, c'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je mettais ça en avant, alors qu'on mette en avant des idées de personnes, moi je trouve ça excellent, et c'est une très très bonne initiative. Par contre, de quoi, entre guillemets, ça va accoucher au bout de 5 mois, j'espère en tout cas que ça va peut-être donner quelque chose de concret. Mais... En tout cas, on est dans une dynamique et nous, au moins, on est actifs et on a des propositions claires. Et je pense que pour le moment, nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls à avoir, exactement, nous sommes les seuls à avoir un programme, en fait, qui se tient en passant par l'écologie, en passant par le social, en passant par... Tu sais que t'as pas besoin de programme pour être élu. Regarde Macron en 2017, il n'y avait pas de programme. Oui, mais justement, c'est ce qu'on va... on va essayer de convaincre les gens parce que cette fois-ci, on ne veut pas d'une élection où il faut voter par dépit, il faut voter parce qu'il faut faire barrage à un tel. On veut une élection où les gens adhèrent aux idées, adhèrent à ce changement radical que nous souhaitons. Alors juste par rapport à ce que tu dis, les idées sont peut-être très bonnes, hein, moi j'ai pas de débat là-dessus, mais pourquoi vous ne... on benchmark pas comme font un peu les Allemands. On est dans une situation difficile parce que tout le monde est en train de nous dire que la France va très mal, que c'est la catastrophe et tout. Pourquoi on n'opte pas vers un système de coalition, qu'on laisse la place, qu'on se réunit un peu comme on fait les Allemands, on se réunit tous. Je peux répondre. Et puis quelque part il y en a qu'un seul. Donc effectivement, si d'un côté il y a Mélenchon, il a déjà testé, et puis c'est pas passé ou c'est passé à 700-800 000 voix, je crois en 2017 de mémoire. Là maintenant il y a peut-être un nouveau casting. Si chacun voit l'intérêt du pays, je pense qu'au bout d'un moment, on doit quand même se coaliser pour avoir quelque chose pour le pays. Maintenant, si c'est pour comme disait Gamel, pour un problème d'individu, sincèrement, je trouve dommage de faire travailler des gens sur des idées pour qu'à la fin, on se heurte à des problèmes de personnes et de casting. Et ça, sincèrement, c'est d'autant plus déplorable. Alors, je termine, c'est d'autant plus déplorable que ces gens-là nous dressent une situation de la France qui va mal. Moi, je pars du principe que lorsque tout va mal, au contraire, je pense que là, je peux avoir des affinités avec des gens. Maintenant, si je pense que Mélenchon peut peut-être se mettre d'accord avec Jadot ou avec
comment elle s'appelle Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Et alors, ils nous décrivent tous des situations catastrophiques, hein. Mais ce que je comprends pas, c'est s'ils aiment tant la France, s'ils aiment tant le pays, pourquoi dans ces cas-là... Pas tous. Non, c'est là où il y a un problème. Il y a une seule personne qui parle pas de catastrophe, c'est celui qui ose faire. Hein. Macron, il parle de... Non, je parlais de... Oui, mais l'opposition dit que c'est catastrophique parce qu'ils sont dans l'opposition, mais j'ai envie de dire une chose. Catastrophique, c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, j'entends bien. Quand on dit catastrophique, c'est pour la majorité, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Maintenant, pour être très clair, moi, je pense que des hommes, s'il y a de vrais hommes politiques à la hauteur, on va dire les bons points et les mauvais points. Le bon point pour M. Mélenchon, c'est qu'il a évolué et qu'il a fait une chose que j'ai rarement vue en politique. Il faut lui reconnaître cette qualité. Je ne suis pas fan de Mélenchon, je le dis d'emblée, donc je reste objectif. Il a su dire « je me suis trompé ». Ça, c'est exceptionnel. Là, par contre, je lui tire mon chapeau. Il l'a dit devant Mister Z, il l'a dit un peu partout. Il a dit « j'ai vu que je m'étais trompé et j'ai corrigé mes fautes ». Et là, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est peut-être en position d'écoute. Le mauvais point pour tous ces politiques, lui inclus, c'est qu'ils ne sont pas capables de dire « je vous tends la main ». Sans condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous tends la main et le meilleur d'entre nous, qui sera choisi par la base, comme une sorte de super choix qui serait fait au niveau populaire, quoi, sera le représentant pour le second tour. Parce que la question qui joue, c'est pas le premier tour. Le premier tour, je pense que le scénario est clair. Zemmour est là, il va flinguer la droite et l'extrême droite. C'est réglé. Donc là, il a quoi jouer. C'est le second tour, à savoir, est-ce qu'il va se coaliser avec la gauche, qu'elle soit verte ou qu'elle soit la pire des gauches, le PS. Et ça, pour savoir qui sera d'accord pour reculer et laisser le candidat le plus fort l'emporter. C'est ça. Et pour faire une coalition, il faut être capable de dire, comme en Allemagne, oui, j'accepte de reculer, j'accepte de ne pas être la star. Là, ça deviendrait intéressant. Ouais. Oui, alors moi, je vais vous répondre en deux temps. Premièrement, oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, il a effectivement reconnu ses erreurs, il l'a dit lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt à avoir cette fonction, cette responsabilité. Il est temps, hein, parce que le papy commence à être âgé. Il est prêt justement parce qu'il n'a plus rien à prouver aussi. Donc ça, on peut lui 30 ans au PS, c'est sûr. Non, mais on peut lui donner ça. Maintenant, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand on discute sur le fond, il y a des divergences. Nous, on souhaite une rupture radicale avec ce qui est en train de se passer. Mais force est de constater que Macron est issu du gouvernement Hollande. Alors, on continue ? C'est une fabrication, Macron. Non, mais on continue ? Il n'est pas du PS. Non, mais est-ce qu'on continue ? Eh bien, moi, je voudrais dire qu'il y a des gens qui nous demandent, oui, il faut faire l'union en haut, il faut faire l'union avec les personnes, etc. Mais sur le fond, on fait comment ? On fait quoi? Qu'est-ce que Jadot? Qu'est-ce que Monsieur Jadot? Non, mais qu'est-ce que je... Non, mais qu'est-ce que Monsieur Jadot? Mais qu'est-ce que Monsieur Jadot a nous parler sur l'Europe? On n'est pas d'accord avec ce qu'on souhaite faire. On n'est pas d'accord sur l'Europe. On n'est pas. Et Madame Hidalgo, qui est issue effectivement du PS et donc de la lignée de Hollande. On continue, on fait la loi El Khomri, on continue avec ça? Non, on veut une rupture radicale. Force est de constater qu'ils ne sont pas d'accord avec notre projet. Avec tous les points? Écoute, l'Europe et puis le droit du travail et puis le droit social, il y a un vrai sujet quand même. Hein. Oui, donc l'écologie, on voit bien que Jadot a quand même accepté l'idée de bifurcation écologique. Ça, voilà. Mais maintenant, la bifurcation écologique, pour lui, c'est l'État qui doit la mener. Nous, on dit que c'est la base qui doit la mener. Donc, tu vois, on a des différences. Et c'est les gens, au final, le 10 avril prochain, qui trancheront. Il y a les programmes qui sont mis sur la table. L'union pour faire l'union. Second tour, pas le premier tour, second tour. Au premier tour, vous n'êtes pas d'accord. Au second tour, est-ce qu'il y aura le report de voix? Est-ce que le meilleur d'entre eux bien, j'espère. Va se présenter et aura le soutien des autres? Mais déjà, il faudrait qu'au premier tour, on puisse amener les valeurs et la rupture, cette rupture radicale de la politique qui est en train de mener, il faut qu'on la porte au second tour. Donc déjà, au premier tour, les gens, ils vont devoir choisir entre tous les différents programmes. Mais ne vous y trompez pas, les gens. Ne vous y trompez pas. Quand on dit qu'il faut réduire le personnel du service public, oui, alors on va déshabiller Paul pour rhabiller Jacques. Non, nous, on veut une rupture radicale. On veut remettre l'ISF, par exemple, et l'augmenter. Paul pour habiller Mohamed. Voilà, et donc remettre l'ISF, l'augmenter pour récupérer des fonds. Quand on parle de fiscalité,
l'intéressement. avoir 14 tranches d'imposition pour que ceux qui sont en haut de la... Je vais être Mais méchant. écoute, Attends, Sabrina, je vais c'est être un méchant, là. projet. Non, Ouais, Non, bon. mais c'est un Allez. projet, c'est un Juste programme. très important. Mais on ne pourra pas s'accorder. Sabrina, ça me fait rigoler. Je suis désolé de te le Mais dire. non, mais laisse-moi non, finir. mais non. Laisse-moi finir. Arrête. Laisse-moi finir. C'est une rupture On ne- radicale non, avec la non, politique qui est il y en a train d'être aucune menée rupture- non, non. actuellement. La rupture radicale, il faut être un peu sérieux. Là, on parle d'économie. Tu me dis radical au niveau du social, il n'y a pas de problème. De dire qu'il faut augmenter l'ISF qui reste marginal par rapport au gain, par rapport à ce que peut rapporter... Mais il n'y a pas que ça. Non, attends, Non, mais ça parle aux gens. Maintenant, si tu veux rentrer dans le détail, ça parle aux gens parce qu'ils se trompent de combat. on va faire une émission qui sera chiffrée. On va faire une émission qui sera chiffrée. Il faut regarder. il faut que lui et tous les autres politiques qui sont tous des incapables, je le dis clairement, répondent à cette question. Comment augmenter l'assiette fiscale? Parce que c'est pas en prenant plus aux uns qu'on augmentera la position. C'est pas vrai qu'on aura plus d'argent. Pour augmenter l'assiette fiscale, il faut augmenter la capacité à créer de la richesse du pays et l'élargir au-delà des frontières. C'est le seul moyen. Bon, ne on peut pas posera la dire question à fonctionner. Mélenchon lorsqu'il daignera nous répondre. Il viendra. Bon, Mais il viendra. Pour résumer, si on a bien compris ce que tu as dit, bon, voilà, on n'est ni pro ni pour Mélenchon. Donc si on comprend bien... Ni pour, c'est la même chose. on essaie d'être neutre, pardon. Si je comprends bien, Mélenchon doit séduire un nouvel électorat, parce que visiblement ce ne sera pas l'électorat d'Hidalgo ni l'électorat de Jadot, donc il a des abstentionnistes à aller chercher. Ouais. Donc à la limite, votre campagne de séduction, j'espère qu'elle portera ses fruits. Il y en a un qui veut faire de la reconquête, vous voulez faire de la rupture. Chacun son truc. C'est plus ça quand même. Dans un instant, on va parler de la différence de traitement entre les deux meetings par les chaînes d'infos. Hier, c'était, comment dirais-je, très visible cette histoire. On en reparle dans un instant et on parlera très rapidement des nouvelles restrictions annoncées aujourd'hui. Ça va être rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Sabrina Nouri, Gamal Abina et notre ami Ali qui sont avec nous aujourd'hui. Une pensée avec tout ce personnel soignant qui a manifesté un petit peu partout en France ce week-end pour dénoncer ces conditions de travail et voilà, le manque de personnel dans les hôpitaux. C'est criant, c'est factuel et c'est dur et ça change de toutes les imbécilités qu'on a pu entendre hier à la télé. Différence de traitement. J'ai envie, messieurs, dames, qu'on parle du différence de traitement qui a été réservé hier à deux meetings. Il y avait celui de Jean-Luc Mélenchon à la Défense et celui de Zemmour du côté de Villepinte. Les chaînes d'infos ont pour la plupart retransmis les deux, c'est vrai. Mais dès que Jean-Luc Mélenchon a terminé, nous n'avons plus une seule fois parlé quasiment de Mélenchon. On s'est tous concentrés sur, tous, quand je dis tous, c'est cette presse qui d'ailleurs s'est fait insulter par Éric Zemmour. À l'occasion du meeting, il s'en est pris aux journalistes. Voilà, il les a insultés. Et pourtant, ils ont joué le jeu, ces journalistes. Ils ont fait la promo de ce Zorro aux petites oreilles avec ses lunettes qui ne vont pas bien d'ailleurs. Différence de traitement, est-ce que vous la comprenez, cher Gamal Abina, cette différence de traitement hier? Alors, je précise que parmi les chaînes d'infos, une seule n'a pas retransmis le meeting de Éric Zemmour, c'est France Info. Ouais. Voilà. C'est normal, ils font Et CNews, alors attendez, la petite histoire, c'est cocasse ça. CNews a coupé avant la fin du meeting par Jean-Pierre Elkabbach pour recevoir, devinez qui? Marlène Schiappa. Tout à fait. Ça, c'est cocasse, c'est très très intéressant. Pour répondre à ce que tu dis, d'abord, il faut mesurer le propos, pas les journalistes. Certaines chaînes et certains journalistes. Ensuite, il est logique. La presse en général. Non, la presse privée. Non, la presse privée. C'est la presse privée qui le porte. Oui, c'est vrai. Voilà, France Télévisions, le service public, voilà. Oui, c'est vrai. Ensuite, il a été mal reçu par TF1 parce qu'ils sont pas d'accord politiquement. Je veux dire, Bouygues n'est pas d'accord avec Bolloré sur certaines choses. Mais il faut être très clair sur un point. Pourquoi est-ce qu'on a parlé plus de lui que du meeting finalement de Mélenchon? C'est parce que chez Mélenchon, il n'y a pas de bagarre. Chez Mélenchon, c'est populaire. Chez Mélenchon, c'est beaucoup moins tendu. Lui, il arrive, sorti de nulle part, produit fabriqué par la télévision, produit fabriqué par un homme d'affaires, rappelons-le, Vincent Bolloré. Il arrive avec un discours extrêmement violent et radical. Un discours très bête, en vérité, si on va sur le fond, parce qu'il répond jamais aux vraies questions, à savoir les questions économiques, il ne les connaît pas parce qu'il est totalement ignorant. Il y aura un débat avec Bruno Le Maire ce jeudi sur France 2. Donc il n'y aura pas de débat parce que Bruno Le Maire n'est pas bon non plus en économie. C'est dommage, c'est comme ça. Ministre de l'économie qui ne connaît pas l'économie, c'est un classique. Mais bon, pour être très... un peu plus meilleur. Non, c'est pas des gens sérieux. Ce ne sont pas des gens sérieux. Moi, Barr, c'est un économiste. Il y a des économistes de haut niveau. Tu fais du Zemmour là. Non, je fais pas des Zemmour. Non, je fais pas des Zemmour. En 1980. Non, c'est pas bien. C'est que Barr était formé à l'économie. C'est un économiste. C'est le terme. Strauss-Kahn alors. Ou Strauss-Kahn, voilà. C'est ce qu'on appelle l'économie. C'est pas mieux avant, il n'y a pas mieux avant, il y a de très bons économistes, mais on les oublie. Non, pour faire très simple, M. Zemmour a été un tout petit peu bousculé sur TF1,
par boulot, alors qu'il n'a pas dit grand-chose. Monsieur Zemmour est en difficulté parce qu'il a un passé qui est très sale. On en reparlera plus tard et j'espère que j'aurai l'occasion de en parler en direct. Et puis Monsieur Zemmour, c'est un produit fabriqué qui n'est pas très très bon. C'est pas un... Ouais, mais là, je m'en fous de Zemmour, en fait. Mais non, mais ce qui m'intéresse, c'est la différence de traitement. Quand SOS Racisme, et je savais qu'ils allaient envoyer du monde, j'étais au courant parce qu'on a fait une émission il n'y a pas longtemps, Sopo est intervenu, on savait qu'il ferait un coup de force. SOS Racisme est arrivé comme, et ça rappelle les années 30. C'est ridicule. Ils ont fait un coup de force pour se faire taper dessus. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ouais. Zemmour, il a montré une capacité de mobilisation qui veut dire qu'il y a un malaise général et qu'il fait croire qu'il a une solution. Mais quand ça se bagarre, évidemment qu'on regarde la bagarre, on va pas regarder la classe qui se passe bien. Qui s'intéresse aux gens qui ont fait un meeting propre et net? Non, personne. Donc il est normal que la couverture ait été massive pour lui et surtout c'est son premier meeting politique. Ouais. C'est pas le deuxième ou le troisième. Non, mais il y a une différence. Il y a une différence entre donner les infos et les actualités et ne pas les donner du tout. Donc à un moment donné, quand on arrête les meetings et puis on s'attarde sur uniquement et principalement sur celui de Zemmour, là il y a une terrible désinformation au niveau des gens, des citoyens. Pourquoi ils n'ont pas fait le résumé en bonne et due forme du meeting de Jean-Luc Mélenchon? Je pose la question. Un faux spectacle. Eh bien aujourd'hui les gens en ont ras-le-bol de cet info spectacle. Ils veulent aussi des infos pour donc avoir l'information pour faire leur propre opinion. Et là, c'est pas le cas. Mais de toute façon, on va pas il faut pas qu'on se plaigne apparemment. Hein. Apparemment, c'est normal. On fait de l'infospectacle. On se balance comme ça en pâture. Et puis nous, tout ce qu'on est en train de dire de façon sérieuse et on essaye de répondre méthodiquement aux problèmes des gens parce que les gens, ils ont du mal à se nourrir, ils ont du mal à payer leur loyer, ils ont du mal à se chauffer. Bah non, nous, on va aller regarder les bagarres. Des propositions, Sabrina. C'est bon. Problème de différence de traitement. Ali. Juste par rapport à ce que dit Sabrina, bon, déjà, il y a la première chose, c'est la notion de nouveauté. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, pour la première fois, fait son premier discours. Donc, la nouveauté, forcément, ça attire. La deuxième chose, que vous l'aimiez ou vous n'aimiez pas, ils avaient annoncé quand même des chiffres de 12 000 à 15 000 personnes. Donc, forcément, moi, je suis pas en train de défendre Zemmour, loin de là, forcément, ça va attirer les médias, qu'on le veuille ou non. Le type, il a dit qu'il allait faire ça initialement au Zénith. Et puis apparemment, devant l'effervescence et cette espèce de vague qui a déferlé, ils ont décidé d'aller à Villepinte parce qu'il y avait beaucoup plus de monde. Dans le 93. Donc forcément, qu'on le veuille ou non, forcément les médias s'y intéressent. La deuxième chose, c'est qu'on est, par rapport à ce que disait Gamel, on est dans un phénomène de continuité, c'est vrai. On sait que Zemmour aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un prêchait pendant une année. Moi, j'ai eu une information ce matin qui était intéressante. Ouais. J'ai entendu que Stefanini a dit que Zemmour l'avait approché éventuellement pour qu'ils travaillent ensemble il y a un an. Absolument. Donc ça voulait dire que M. Zemmour avait déjà prévu sa campagne présidentielle. Ouais. Et il avait droit tous les jours, dans une chaîne de télé privée, effectivement, à nous faire la messe tous les jours pendant un an. C'est comme du marketing, c'est le phénomène de répétition. Au bout d'un moment, voilà. Ce qui est embêtant, c'est pas qu'il y ait la presse. C'est au contraire, vaut mieux qu'il y ait beaucoup de presse, de façon à ce qu'on voit véritablement le vrai visage et le discours qu'il a donné hier. Ça y est. Mais peu importe. Là, on voit véritablement la personne qui maintenant. C'est la chemin pour la France. Quand on voit ce genre de choses. Va parler en temps. Oui, mais va parler. Non, mais Christophe, moi, je suis content, au contraire, qu'il parle, qu'il y ait la presse, c'est très bien. Comme ça, on peut pas se cacher, c'est bien. Maintenant, on peut discuter concrètement des mesures qu'il souhaite. Toi, tu vas parler avant des mesures. Des mesures, il y en a pas. Non, si. Il n'y a pas de mesures. Juste une information importante. C'est l'immigration, son programme. Non, mais peu importe. Je veux dire, on est dans un phénomène de continuité. On n'est pas là, à la limite, après, derrière. Non, en démocratie, on va effectivement pouvoir entrer dans moi alors là par contre là où les médias peut-être quelque part ça les a embêtés, c'est que par définition lorsque vous faites un meeting politique, vous avez beaucoup de stars du domaine culturel, sportif, politique. Or on a vu hier que dans son lancement de campagne, aussi brillant soit-il, s'il estime qu'il a bien réussi, on voit que quelque part, les invités, c'était qui? Que des anonymes. Non, il y a Éric Nolot quand même. Éric Nolot. Il arrête de nous jouer la carte de la neutralité, celui-là. Non, mais super. Nous, on avait Aurélie Trouvé, la présidente d'Attaque, on avait Yvan Le Bolloc, on avait d'autres personnalités que Éric Nolot. Et Sabrina, simplement pour revenir sur ce que tu disais, Jean-Luc Mélenchon a fait son meeting le même jour. On parle de 3 000. Sincèrement, en termes d'audience, on va dire 3 000, 15 000. Non, plus de 3 000. Même 6 000 si tu veux. En termes d'audience média, qu'on le veuille ou non, moi je suis média, je préfère
préfère aller vers celui où il y a 12-15 000, c'est pas une critique. Je trouve c'est un ça. constat. D'ailleurs, Voilà. j'ai un truc à la maison qui revient. Rapide, on termine là-dessus. Allez, Très rapidement. vite. Bon, d'abord, il y a un truc inquiétant. Bernard de la Chênaie, c'est un ancien chef d'état-major qui est directeur de campagne. Il a pris un militaire pour sa campagne. Ouais, Ensuite, Zemmour fait un meeting dans le 93, Ouais. là où il déteste le plus de monde. ouais. Et à l'opposé, Mélenchon fait un meeting où À la Défense. À la Défense, là, le centre névralgique Des de la affaires. finance En tout française. cas, je suis bien contente. Incroyable. En tout cas, je suis bien contente parce Oui. que là, on parle Voilà. effectivement de Jean-Luc Mélenchon, on à parle fait. de Zemmour, et je suis très contente parce que ça veut dire que nous avons réussi notre mission et notre objectif. C'est Bon. de dire qu'il y a une opposition et qu'il y a, il n'y l'heure a du pas, calendrier, il n'y a pas ça que les LR, il n'y a pas que Zemmour, il y a Alors, aussi nous. à hasard de calendrier. Stop. Il y a aussi nous. Dans un C'était prévu. instant, il y a aussi nous, et nous on est là tous les jours, on n'a pas attendu ces messieurs dames pour faire la messe. Tous les jours, dans un instant, les nouvelles restrictions, ça concerne les écoles. Réponse dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2, monsieur Gamal Abina, fondateur de MDC, monsieur Ali qui est, je sais jamais d'ailleurs, commercial ou directeur commercial ? Directeur commercial. Directeur commercial d'une société informatique, et Sabrina Nouri qui est militante à France Insoumise. Puis élu Et élue à Brétigny-sur-Orge. Brétigny-sur-Orge dans le 9-1 Ah. 91. Elle vient de loin. Elle vient, ah oui, Oh elle là vient là. de loin. Elle vient de loin, absolument. Alors, on va parler des restrictions annoncées à l'issue du Conseil de défense. Il y avait un Conseil de défense aujourd'hui. Vous savez que l'épidémie inquiète les exécutifs en général en Europe. Certains pays ont pris des mesures radicales de refermer, par exemple, le retour de fermeture de frontières. L'Autriche a fermé totalement, hein, vous le savez. L'Allemagne s'apprête à prendre des mesures assez fortes. La Belgique aussi, l'Italie et la France, pendant ce temps-là, décide de ne pas faire grand-chose, pour le coup. Alors, il faut prendre quand même en considération que nous sommes en période électorale et que le président Macron, qui revient tout juste d'un long week-end dans le Golfe, loin de la haine qui avait lieu hier, il était plutôt en train de signer des accords records. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. D'ailleurs, commercialement, ce fut très très bon, mais ça a un peu masqué les droits de l'homme, chose qu'on aime bien évoquer ou invoquer pour le coup. Mais ceci étant, donc il y a eu un conseil de défense aujourd'hui et on a décidé de ne pas décider, ou en l'occurrence de généraliser le port du masque dans les écoles du primaire au lycée. Port du masque dans les lieux clos et à l'extérieur, donc ça veut dire dans les cours de récréation, de restreindre aussi la partie restauration, le parti du midi, de limiter bien entendu. Il était pourtant annoncé qu'on pourrait avancer les vacances scolaires, il n'en est rien, ça aurait été trop compliqué. On ne souhaite pas, quand on est l'exécutif, Sabrina Nouri, de décisions impopulaires. On peut le comprendre, ça on peut l'entendre. Non. Est-ce que... Non mais comment ça non, Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut être dans le catastrophisme? Non mais là, ou je alors, pense que... est-ce qu'il faut gérer? Non mais là, attends. Les auditeurs et les auditrices qui Oui. nous écoutent et qui Oui. ont l'habitude de nous écouter, Oui, d'accord, ça fait quand même plusieurs fois que moi, personnellement, je viens ici et que Oui. je parle de ce sujet, oui, d'accord? Donc ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on est face à une pandémie où il y a des stop and go, c'est-à-dire ça se calme, ça revient, ça se calme, ça revient. Va falloir vivre avec. Et aujourd'hui, force est de constater que ce gouvernement ne prend pas de décision, ne fait pas en sorte que les Françaises et les Français de ce pays puissent se dire, bon, arrive Noël, jour de l'an, chose qu'on soit chrétien ou quoi, les gens font ces fêtes-là. Et aujourd'hui, on ne fait rien. On attend, il y a une 5e vague qui Vous voulez arrive. qu'on fasse quoi, Sabrina? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non mais il y a des choses, Quoi, qu'on non, a- mais, bah, il y a des qu'est-ce qu'il faut propositions faire qu'on a faites, il y a Oui. des propositions qu'on a faites, qu'on a mis sur la table depuis maintenant un moment, qui sont toujours balayées d'un revers de la main. C'est déjà premièrement la gratuité des tests. Oui. C'est une obligation, je pense, aujourd'hui, de pouvoir se tester gratuitement avant ces fêtes de famille, pour savoir si on a la Covid ou pas, et de ne pas aller contaminer les personnes, nos proches, au travail, etc. À l'école, où les tests doivent
être gratuit, c'est une urgence, c'est une nécessité, il faut le faire Sauf et tout de suite. Le gouvernement a étendu une autre stratégie, Sabrina. Le pass sanitaire. Celui d'absolument convaincre un maximum de gens ou contraindre un maximum de gens à se faire vacciner. L'OMS a été très clair. L'OMS a été très clair. Ne pas contraindre, il faut convaincre. Bon, par contre, la politique pour convaincre, on va dire oui, non. Enfin, les gens, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment informés, qu'ils soient vraiment au fait de cette vaccination. Voilà, c'est plutôt de la contrainte et moi je déplore cette façon de faire. Aujourd'hui, on est tous sur le pass sanitaire, ils misent tous sur le pass sanitaire, ils veulent même le renforcer. Ouais. Ils font des renforcements, c'est-à-dire qu'ils vont aller fliquer les gens dans les restaurants davantage, etc. Mais qu'est-ce que c'est ? Le pass sanitaire, c'est une illusion. Le pass sanitaire, aujourd'hui, on le sait, c'est une illusion. Vous êtes vacciné, vous pouvez porter le virus, le transmettre, et vous avez le pass sanitaire. Oui, mais on ne trappe pas la forme grave. Quand même. Non, mais il faut convaincre les gens de se faire vacciner. Le pass sanitaire est une illusion. Il faut prendre des mesures beaucoup plus drastiques. Avoir des masques gratuits partout. C'est une nécessité de respecter les gestes barrières. Avoir des masques gratuits, avoir des tests gratuits. Il faut que tout le monde puisse y accéder. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne peuvent pas, pour les enfants en tout cas, puisque là, dans les écoles, ça va être les masques pour tout le monde, ne peuvent pas se payer des masques. Et je pense que les auditeurs et les auditrices qui m'écoutent se reconnaissent dans ce que je dis. Et donc, il faut avoir des masques gratuits, il faut tester gratuitement, il faut par exemple avoir des purificateurs d'air dans les classes d'école et puis remettre l'hôpital public en route une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que ces mesures de bout de chandelle ? Ok, Sabrina, on t'a entendu et j'entends en tout cas cette partie sur la gratuité des tests. C'est une proposition. C'est pas une mesurette, hein, c'est vraiment. J'ai pas dit ça. À un moment donné, qu'est-ce que tu proposes ? Faut faire les choses, quoi. Il faut qu'on soit dans la proposition. Et puis aussi avoir une société par roulement. Nos invités sont arrivés. Si quelqu'un peut aller leur ouvrir, parce qu'ici il faut tout faire dans cette radio. Qu'est-ce que c'est que ces transports où on est blindé tous les matins, tous les soirs, et puis après on va nous faire la morale sur le pass sanitaire, sur ceci, sur cela. Non, mais franchement, il faut une société de roulement. Les personnes ne doivent pas aller en même temps au travail. Il faut tout ça, ça s'organise, ça se planifie. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'on le dit, ça fait 2 ans qu'on pouvait s'en sortir. Je suis d'accord sur certaines choses, d'autres non. Alors le pass sanitaire, si, il fallait. Je rappelle les chiffres, je parle pas du reste. C'est une illusion. Non, c'est pas une illusion. Non. Attends, Sabrina, t'as parlé 5 minutes, laisse-moi maintenant parler, s'il te plaît. 29 morts aujourd'hui, voilà, d'accord. Voilà, il y a des pays où c'est des centaines de morts par jour. Je parle de la Belgique, par exemple, c'est je crois 40 à 50 morts pour un pays qui a 6 fois moins d'habitants, 7 fois moins. Donc c'est 29 morts. Ça signifie que là, vraiment, on peut critiquer Macron sur beaucoup de choses, mais pour une fois, il a eu le courage de prendre, sans pour autant contraindre, c'est dommage, il a eu le courage de dire, voilà, vous allez vous vacciner en masse, comme ça on évite la catastrophe. Et c'est ce qui se passe. C'est un des pays européens les mieux gérés en matière de coronavirus. Après, évidemment que les méthodes pour dire, on fait payer les tests, c'est pour pousser les gens à se vacciner, parce que ça coûte cher. Évidemment que c'est les moyens de pression qu'il utilise. Mais dans les faits, il faut être un peu honnête pour une fois, dans les faits, la catastrophe n'est pas arrivée en France. On n'est pas au niveau, par exemple, de la Roumanie ou des pays d'Europe centrale. On est très loin de ça, parce que la vaccination est de 80%, c'est massif et ça marche. Ensuite, pour ce qui concerne le pass sanitaire, évidemment que ça n'empêche pas d'attraper le virus, mais on n'en meurt pas aujourd'hui quand on est vacciné. Et surtout, ceux qui n'ont pas le pass sont ceux qui sont contraints à se vacciner. Donc c'est un moyen de pression. La vaccination, quand tu dis convaincre, tu convaincras personne, les irréductibles 15% qui croient qu'on veut nous inoculer des micros, je ne sais quoi, enfin tout un tas de trucs délirants, ces gens-là n'y croiront jamais. Et je le comprends, la peur d'une vaccination, elle est légitime. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on a un gouvernement qui dit une chose et son contraire, les gens n'ont pas confiance. Ensuite, malheureusement... La CNIL a demandé au gouvernement quel est le résultat de la mise en place du pass sanitaire. Ils ne veulent même pas leur répondre parce qu'ils savent la vérité. Ils savent la vérité. La vérité, c'est que le pass sanitaire est une illusion. Ça ne va pas propager. Ça ne va pas. La propagation du virus ne va pas s'arrêter parce qu'on a le pass sanitaire. Mais c'est pas le propos. Tu bottes en touche. C'est pas le problème de réduire la propagation. C'est le problème d'empêcher les gens non vaccinés de vivre normalement pour les contraindre dans la vaccination. C'est ça la stratégie. Les résultats du fait. Moi, ça fait des mois que j'ai pas rechopé le Covid. Dieu merci. Je connais un type à Marseille, un obscurantiste. Donc on a le pass sanitaire et on est entassés comme des sardines dans les transports.
Ça, allez, arrêtez, c'est bon. Deux poids, deux mesures. C'est un bon, problème. ça a deux vitesses. Mais c'est pas le même sujet. Suffit. Ça, c'est un problème social, suffit. ça. C'est un problème social. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est un problème social. Je te rejoins là-dessus. Mais en revanche, le pass sanitaire comme moyen de pression, c'était intelligent. C'est la vérité. Alors, moi, je suis. Et nos libertés. Alors, je suis contre. La liberté ne m'intéresse pas. C'est pas de sécurité. Alors, déjà, on n'est pas seul. On est en France. On vit dans l'Europe. On évite simplement, je pense, comme disait Gamel et Sabrina. Moi, je suis contre politiser cette pandémie. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, par rapport à on voit ce que font les autres pays. Prends un pays comme l'Allemagne, où l'Allemagne, quelque part, est un pays où les gens sont ultra rigoureux. Moi, je connais. Ils sont tellement rigoureux qu'ils séparent les vaccinés des non-vaccinés. Non, mais je termine. Ils sont comme... Non, mais le peuple... Attends, je termine mon propos. Je connais un peu, parce que je suis frontalier, je suis originaire d'une région juste à côté de l'Allemagne. Les gens, aujourd'hui, effectivement, on voit qu'ils sont vaccinés à 62-63%. La France, sans contraindre les gens, par ce système de passe, on est à 72-75%. Je crois qu'au bout d'un moment, on peut essayer de trouver, effectivement, des consensus. On n'est pas médecin, on n'est pas des épidémiologistes. On essaie simplement effectivement d'avoir. Le président l'est. Non, je suis pas forcément. Il prend des décisions tout seul, le gars. Non. Alors là, Sabrina, je suis. Non, Sabrina. Allez. Non, Sabrina, il faut pas comme trop politiser, parce que je pense pas sincèrement que ce soit Emmanuel Macron, parce que quand on voit des pays qui sont soi-disant des pays modèles, même comme l'Autriche qui est ferme, donc et même les États-Unis qui sont encore avec des mesures beaucoup plus drastiques. Maintenant, ce qu'il faut regarder, je crois que chaque pays est bien spécifique. En France, on a un nombre des 73 et 80% de taux de vaccination. Donc je pense qu'effectivement, il faut être cohérent. Plus 80. Maintenant, ce que tu es en train de dire, c'est effectivement peut-être une autre façon de travailler, peut-être, il n'y a pas de débat sur le transport, mais il faut arrêter. On ne peut pas, dans un moment de panique comme ça, dire que ouais, ce que Macron fait, c'est pas bien, ou est-ce que l'autre il fait, c'est pas bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a du politique. Non. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'on y est. Non, mais je termine. On a du politique et on a du politique et du médical. Alors, des fois, c'est le médical qui prend le leadership. Parfois, c'est le politique. Maintenant, si on passe nos temps toujours à politiser en disant ce que Macron fait, c'est pas bien. Moi, je regrette, sincèrement, et je dis qu'aujourd'hui, en tout cas, les mesures qui sont prises, et quand on voit l'état du pays, par rapport à un pays comme l'Allemagne, je répète, l'Autriche, même l'Italie. L'Italie est en train de faire un pass super. Ils appellent ça le super pass. C'est-à-dire, ils interdisent aux gens qui ne sont pas vaccinés d'avoir une activité sociale, et ils peuvent aller travailler avec le pass sanitaire pour aller travailler avec un test PCR. On est en Italie. Ouais. En France, on n'en est pas encore arrivé là. En France, on est en période électorale, messieurs, dames. Non, mais je pense pas que ça... Non, je pense pas que ça... Ça y fait, Ali, ça y fait. Non, mais tu sais, Christophe, je crois qu'on occulte beaucoup de choses. Les étudiants, ils sont en souffrance. Les aides-soignantes, elles sont en souffrance. Les infirmières, elles ont déserté les hôpitaux. Non, mais maintenant, il faut arrêter à un moment donné. Ça fait 2 ans que ça dure. Si les infirmières m'écoutent, appelez-nous, s'il vous plaît. C'est quoi le numéro, Christophe? 01 40 33 9000. Oui, mais bon... les hôpitaux... Mais non, Ali, je suis pas d'accord. Non, mais regarde, on est dans un moment... On est dans un moment où on doit essayer d'être un peu dans un moment de difficulté. On peut pas se contenter de ce résultat. Ce n'est pas possible. On peut encore mieux. On peut encore avancer. On peut encore mieux faire. Sauf qu'il ne veut pas. Attends, allez, une seconde. Ça va être dur. Mais tu vas me le dire, Sabrina. T'es d'accord que la France a mieux géré que tout le reste de l'Europe? Bien sûr, quand même. Dis-le. Dis-le-moi, Sabrina. Dis que tu es d'accord avec ça. On peut, oui, c'est le mot, c'est oui. Alors, je vais te répondre. Sans langue de bois. Quand on est dans une crise sanitaire, comme on le vit aujourd'hui, et qu'on continue de fermer des lits, je te réponds non. Alors maintenant, est-ce que la France a mieux géré en matière sanitaire? Appelez-nous, messieurs, mesdames, s'il vous plaît, aidez-moi. Sabrina, 29 morts. On est le pays le plus bas en matière de décès. On continue à fermer des lits. C'est 29 morts. Je suis désolée. Ces familles n'ont pas à vivre. C'est 29 morts. Écoute, je suis le monde entier a des centaines de morts par jour. Je m'en fiche. Je vais te dire, je m'en fiche. Non. 29 morts, c'est déjà trop. Mais tu ne peux pas y échapper. Il y a 20% de non-vaccinés. C'est cela qui pose problème. Il faut tendre au zéro. Tendre au zéro. Mais Sabrina. 67 millions d'habitants, 29 France, on est en train de parler de l'autre... Arrêtez, vous contentez de ça, franchement. Bien sûr, je m'en contente. Mais regardez, ils se servent de la pandémie, de la pandémie pour avancer sur des sujets comme le social et là-dessus, t'as raison. Mais voilà, donc arrêtez. On va appeler Ali qui nous appelle au téléphone. Salut Ali. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Moi, je vais vous exposer un cas un petit peu différent. Moi, je suis pas vacciné. Je vois que tous les vaccinés sont devenus contaminés et contaminants. Je vous cache pas, moi aujourd'hui, j'ai peur d'aller dans un lieu
avec les vaccinés parce qu'ils sont au régime de baisse d'immunité. Toujours mon immunité naturelle que je tiens à garder tant que ça fonctionne. Je vois pas pourquoi tout le monde essaie d'obliger les non-vaccinés à se vacciner alors qu'ils ne représentent pas un danger. Pour moi, le danger aujourd'hui, c'est les vaccinés. Ah bon, et pourquoi c'est les vaccinés, Ali? Intéressant. Parce qu'ils deviennent contaminants et contaminés et contaminants. Or que moi, j'ai jamais été vacciné. Je garde mon immunité naturelle intacte. Et si je la casse avec le vaccin, je vais devenir dépendant du vaccin. Ah oui. Et je vais à mon tour être contaminé et contaminant. Or que jusqu'à aujourd'hui, je suis hors circuit de contamination de Covid de malade. Donc Bon, alors, Ali, je laisse mes amis répondre. Faut que je moi, réponde à ça. Non, mais là, non, mais je suis désolé, monsieur Ali. Là, vous me parlez d'un truc, c'est Moyen-Âge. Non. Les gens vaccinés réduisent leur risque de mortalité de 90%. Les non-vaccinés qui sont aussi contaminants, juste un instant, qui sont aussi contaminants que les vaccinés, et s'exposent à une mortalité de 100%. La différence, elle est considérable. C'est pas une question de contamination. On est tous exposés. Le vaccin n'empêche pas le virus d'arriver sur le corps, il empêche de mourir. Et uniquement de mourir, c'est tout. Pour les personnes qui sont en cas avec des maladies graves. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Monsieur, je peux vous poser une question, monsieur. Ali, stop, Ali. C'est Ali qui vous parle. Question de Ali pour Ali. Ali, non mais si monsieur, tu fais des monologues, tu vas aller sur RMC, mon vieux. Je te le dis direct. Simplement, monsieur, une question. Vous savez, les gens qui sont en réanimation. En général, moi j'ai une personne qui a eu le Covid autour de moi il n'y a pas très longtemps, ils savent pas qu'ils sont certains immunodéficients, d'accord ? Donc vous ne pouvez pas dire oui, moi je fais pas le vaccin parce que je peux ne pas être contaminé, peu importe monsieur. Les gens en général qui sont en réanimation, je pense pas qu'ils souhaitent terminer en réanimation avec plein d'appareils, d'accord ? Donc monsieur, que Dieu vous préserve, d'accord ? Faites plutôt un test savoir un bon test de sérologie pour savoir si vous êtes immunodéficient. Et si vous l'êtes, monsieur, allez vous faire vacciner. Mais vous ne pouvez pas donner votre cas, monsieur, pour une généralité. Parce que si tout le monde... Vous savez, il y a même des enfants... Attendez, monsieur, il y a même des enfants qui ont 20 ans, 25 ans. C'est peut-être peu des gens qui ont des scléroses en plaques, de mauvaises maladies. Certains le savent. Vous savez, c'est comme les gens cardiaques. Il y a des gens qui sont très jeunes qui font des crises cardiaques. Parce que malheureusement, ils ont un système qui est comme ça. En ce moment, j'ai eu un contact à un hôpital ce matin, une infirmière que je connais. Il y a beaucoup de problèmes cardiaques chez les jeunes aujourd'hui. Voilà, donc monsieur, ne prenez pas votre cas. On ferme des lits. Voilà, alors ça c'est un autre problème. La seule chose... En fait, moi je veux juste garder ma liberté. Monsieur, votre liberté... De ne pas être vacciné. Monsieur, gardez votre liberté, monsieur, mais que Dieu vous préserve. Personne n'oblige. Non, là vous devez... Monsieur, vous vivez en société, monsieur. Quand on vit en société, monsieur, là vous avez décrété, vous, le matin... que vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas attraper le Covid, qui est pas dangereux. Malheureusement, monsieur, sans être méchant, vous n'êtes pas médecin. Si demain matin, vous n'êtes pas un surhomme, tout comme les gens qui sont en réanimation. Il y a des gens, moi je connais des gens en réanimation qui avaient 40-45 ans, ils sont rentrés en réanimation. Ils ne savaient pas qu'ils étaient immunodéficients. Donc monsieur, ce que vous dites, monsieur, ça peut être un peu... Mais moi je connais des gens... Monsieur, vous parlez de vous... des amis, j'ai des collègues qui disent... Oui, mais monsieur, vous avez des amis... Ils n'ont pas eu le Covid. Ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième. Vous habitez où ? Vous habitez où ? Entre la quatrième et la cinquième, ils ont pris le vaccin. Oui. Du coup, là, ils sont sujets à être contaminés sur la... Mais non, mais c'est quoi cette histoire de Tout simplement parce qu'on a vacciné les gens qu'on ne devrait pas vacciner. Monsieur, la seule chose qui est importante, et ça peut-être... Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas virologue. La seule chose qui est importante... Il dit quelque chose d'intéressant. Oui, je sais bien, j'ai bien compris. Il dit quelque chose d'intéressant. C'est que... Non, mais si. C'est ce que j'allais dire. Il dit quelque chose d'intéressant. C'est que peut-être la stratégie a été mauvaise. L'explication, la pédagogie. Il aurait fallu d'ailleurs faire preuve de beaucoup plus de pédagogie et peut-être de vacciner les personnes à risque. Quand je dis les personnes à risque, ce sont principalement les personnes âgées, mais aussi et surtout les personnes plus jeunes mais atteints de comorbidité. Alors là, tu vois, ça n'est pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible? Je vais te dire tout de suite. Chez les 12-18 ans, il n'y a pas de mort. Il faut dépister 67 millions de personnes pour savoir s'ils vont toutes faire une prise de sang pour voir si elles sont immunodéficientes. C'est impossible. Non, mais si t'attrapes le Covid et que t'as moins de 60 ans et que t'as pas de problème de comorbidité, de problème de santé, a priori, tu t'en sors. Mais ça va. Mais il n'y a pas de certitude là-dedans. C'est un mec qui a plusieurs variants. C'est ça. Tu sais, je pense que Christophe, par rapport à ce que beaucoup de variants, par rapport à ce que le monsieur est en train de souligner, ça c'est un peu, c'est des discussions malheureusement à ne pas en finir. C'est que malheureusement, les scientifiques à la télévision, c'est pour ça que les gens sont un peu perdus. Et je peux comprendre des fois que les gens peuvent parler comme ça. C'est qu'on sait que dans la science, on n'a pas la vérité.
on doit tâtonner, on tâtonne, on peut se tromper. Et c'est vrai qu'il y avait des médecins qui avaient des discours certains nous disaient quand le vaccin va arriver, prenez le vaccin, vous n'allez rien avoir. Maintenant, chemin faisant, on se rend compte qu'on peut être contaminant, même avec le vaccin. À la limite, vaut mieux être clair et transparent, de façon à ce que les gens disent pas ah ben c'est bon, moi je suis vacciné, il va rien m'arriver, je vais pas être malade. Non, pas du tout. Et le risque que l'on a, et certains professeurs qu'on a vu passer à la télévision, on va pas forcément dire les noms, au départ ils étaient sur des certitudes. Or je pense que dans la médecine, il faut être sur beaucoup de doutes. Et malheureusement, le doute, il n'a pas beaucoup primé. Juste une remarque à faire. Parce que là, moi je dis que c'est petits bourgeois, je fais exprès de le dire. Pourquoi ? Parce que qui connaît la poliomyélite ? Personne ne connaît cette maladie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a été éradiquée par la vaccination. C'était une maladie de cauchemar qui vous détruisait littéralement tout le métabolisme et qui vous empêchait de marcher. C'est ça la polio. Le DT polio a liquidé la polio. Il faut être très clair. Pour liquider un virus, il faut être armé. Pour être armé, il faut être vacciné. C'est tout. Ouais. Bon, merci Ali, en tout cas, ça a permis d'avoir cette discussion. Merci à vous tous. Salut mon Ali, et que Dieu te préserve de cette Inch'Allah. Inch'Allah, mon Ali. Évidemment, on a besoin de te garder parmi nous. Ça va, ma Sabrina, tout va bien ? Oui. Oui, on a fermé des lits, t'es au courant ? Évidemment, oui, mais c'est ma grande tristesse. Mais t'es au courant que c'est pas dû à Macron, quand même. Bien sûr. C'est pas dû à Macron ? Non. Il en a fermé quand même quelques-uns depuis son quinquennat. Il en a fermé, il a été contraint, malheureusement. Il a été contraint. Oui, il n'y a plus de personnel. Non, mais c'est quoi ce raisonnement ? Alors, on a fermé des lits par manque de personnel. Ça fait des années qu'on ferme des lits, mais ça fait des années qu'on ferme des lits. Par manque de personnel. Mais c'est pas par manque de personnel, faut embaucher du personnel. On n'embauche pas, on supprime. Je sais pas normal. On liquide parce que les gens sont pas vaccinés. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut embaucher du personnel. Il faut remettre des gens dans les hôpitaux. Vous n'aurez pas perdu de vue qu'ils ont fait une énorme faute là pour le coup. Je le dis, Macron, c'est quand ils ont imposé au personnel médicalisé, donc les gens qui s'occupent des malades, d'être vaccinés. Sinon, ils dégageaient. Ça, c'est une faute parce qu'ils alors que l'année dernière, on les forçait à travailler, même étant contaminés. J'entends bien, mais on les forçait à travailler sans masque, sans blouse. Elles étaient obligées de. On s'en souvient, mais il aurait dû. On s'en souvient. Il faut le répéter, le redire et encore. La faute du gouvernement, c'est tout ou rien. Il aurait dû dire vous devez vous vacciner, vous ne vous vaccinez pas, un test PCR par jour, c'est tout. Bon. Simplement. Dans un instant. Et puis les défaillances du système hospitalier, moi je ne suis pas pro-Macron, mais tu l'as dit avant, ça fait des années. Oui, ça fait depuis 30 ans, l'histoire du numerus clausus, l'histoire du nombre d'infirmières. Évidemment. Donc si on veut demain matin penser un peu à notre pays et penser un peu à l'intérêt de notre pays, on peut quand même essayer d'avoir une véritable politique sanitaire. Non, mais attends, on les a applaudis à 20h, franchement. Et à peine un an après, on leur dit quoi ? Bon, si vous n'êtes pas vaccinés, déjà on vous paye pas. On vous paye pas. Non, mais comment on traite les gens dans ce pays ? Comment on traite ces femmes dans ce pays ? Parce qu'elles sont à majorité, c'est à majorité des femmes. Oui, enfin tout ce qui est brancardier, c'est les hommes. Pour ça, c'est femmes et hommes. Ok, d'accord. Et comment on traite ces gens dans le pays ? Comment on les remercie aujourd'hui de tout ce qu'ils ont vécu pendant cette première on les fout en dehors. Voilà. En ayant peut-être une vraie politique de santé qui est absente, c'est vrai. En augmentant les salaires, en faisant du recrutement. Je préfère que tu ailles sur ces mesures-là, parce que tu vois, regarde, si on passe notre temps à dire que ce que l'autre fait, c'est pas bien, non, moi je pense qu'effectivement, tu as raison. Mais nous sommes force de proposition, Ali. Ça fait 5 ans qu'on le dit. Non, mais il n'y a pas de débat. Ça fait 5 ans qu'on rabâche et qu'on met des propositions sur la table. Mais moi, je pense à l'intérêt de mon pays. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une politique sanitaire, et là-dessus, je te rejoins. Peut-être une politique sur l'numerus clausus, apparemment, c'est fait. C'est fait. Une politique de salaire. Une politique. Non, mais on peut pas. Il faut être un peu cohérent. Il l'avait déjà fait, et là, il revient dessus parce que ça n'avait pas été fait. Oui, mais c'est annoncé. Maintenant, est-ce qu'il le fera ? Tu sais, faut 10 ans pour former un médecin. Faut 10 ans. Non, les écoles de médecine, elles forment toute l'année. C'est le nombre de médecins qui dépasse les 10 000. Tu vas avoir reçu. Tu auras la même problématique dans d'autres... Juste une triste nouvelle. Mais je suis d'accord, il faut une politique du service public, de l'hôpital. Une triste nouvelle aujourd'hui. Je viens annoncer un truc qui vous parlera peut-être pas. John Miles vient de nous quitter. Alors ça ne vous parle pas. C'est qui John Miles ? Et je vais vous dire tout de suite, c'est celui qui a fait l'extraordinaire musique, une fusion entre le rock et la musique classique, qui s'appelait Music. Music was my first love. Il est mort. Bon, Christophe, sans transition. Tant qu'il est pas mort du Covid, dans un instant, on va parler d'un film à fleur de peau. C'est un peu d'ailleurs ce qu'elle est aujourd'hui, Sabrina, à fleur de peau. Dans un instant, le producteur, acteur, co-scénariste sont là. L'équipe de À fleur de peau rentre dans les studios. On en parle dans un instant, à tout de suite.
Le NGF, le grand forum, et sans transition, on parle de tous les sujets dans cette émission évidemment. On passe des restrictions Covid et de la mauvaise stratégie de l'exécutif selon Sabrina Nouri qui est avec nous aujourd'hui, Gamal Abina et Ali. Et on va parler un peu de cinéma. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Malek Osekine. Et dans l'histoire aussi de l'immigration, il y a ce fameux 17 octobre. Avec nous pour en parler de ce film qui sort demain. Tiens, c'est pas banal cette histoire, d'habitude c'est le mercredi. Walid Ben Mabrouk, bonjour. Bonjour. Comment ça va mon Walid? Ça va et vous? Pourquoi il sort demain d'ailleurs? Bah parce qu'il y avait que ça comme place. Ah d'accord, ok. Alors, le film s'appelle À fleur de peau. T'es pas venu tout seul, présente-nous les copains. Ouais. À gauche de moi, il y a Jordan Aefalos, le réalisateur du film À fleur de peau. Jordan, bienvenue. Merci, enchanté. Et, et Hakim. Hakim Soudjaï. Hakim Soudjaï. Bonsoir, merci pour qui l'invitation. m'a rajouté sur Instagram. Yes. Alors, Walid, Walid, toi t'es l'acteur, t'es producteur et t'es co-scénariste. Exactement. Voilà, réalisateur donc Jordan Aefalos. et co-scénariste donc Hakim Soudjaï qui est avec nous aujourd'hui. Ouais. Le film s'appelle À fleur de peau. Ouais. Alors on n'a pas de pitch. On n'a pas d'extrait pour un petit peu. Alors ça parle de quoi ce film? Raconte-nous Walid. Bah, je vais laisser Hakim parler. Alors, un mot, c'est l'histoire de Yacine, un jeune franco-algérien d'aujourd'hui, qui apprend que son grand-père a été noyé la nuit du 17 octobre 61. Ouais. C'était un secret de famille et il ne le savait pas. Ouais. Et en fait, Yacine, il doit installer un monte-escalier chez Huguette, une grand-mère, le 16 octobre. Le problème, c'est qu'il n'a jamais installé de monte-escalier. Et au fil des heures, il réalise qu'il va devoir faire un choix entre terminer son chantier ou aller sur le pont à la commémoration du 17 octobre 2021. Et après, voilà, il faut regarder les films pour savoir ce qu'il va choisir, évidemment. C'est quoi? C'est un film ou c'est un documentaire? Non, c'est un film. Hein. C'est une fiction, mais on a réussi à avoir des images d'Ina. Ouais. On introduit dans le film. D'accord. Et il sort où? Si tout se passe bien, on va essayer de le faire vivre, le faire voyager dans des festivals et peut-être à Canal Algérie. L'avant-première, c'est demain? Ouais, exact, c'est l'avant-première. On a réussi à organiser tout ça. Quelle était votre ambition par rapport à ce film? Un devoir de mémoire. Ouais. Le but, c'est un devoir de mémoire qu'on n'oublie pas et que. Et pourquoi ne pas l'avoir sorti aux alentours du 17 octobre? On l'a sorti, mais c'était tellement dur. C'est ça, c'était un processus très long. On a dû faire les choses assez rapidement et efficacement pour être prêt le 17 octobre. Donc c'était une version qui n'était pas encore totalement aboutie. Et là, demain, c'est vraiment la version finale. Ouais. Alors, Jordan, ça a été dur à réaliser un film comme celui-là? Oui et non. On était franchement bien entourés. On avait une bonne équipe. Mais ce qui était pas facile, c'est le sujet en fait. Je pense qu'on était tous à fleur de peau. Ouais. Et le titre. Ouais, non, mais parce qu'on portait. Moi, j'ai porté une responsabilité et Walid me l'a donné et c'est pas rien quoi. Parler d'un peuple qui a souffert comme ça et dont peu de personnes parlent. Tu connaissais toi l'histoire avant? Et justement, moi je pense que quand Walid m'en a parlé, alors j'ai l'impression maintenant de la connaître tellement que je sais plus, mais je crois que je la connaissais peu, voire pas. Et c'est ce qui m'a donné un certain recul, je pense, dans mon traitement pour à la fois parler à ceux qui la connaissent, mais surtout à ceux qui la connaissent pas aussi, pour qu'ils puissent se projeter sur cette histoire et être touchés. Ça a été une force, je pense, de ne pas la connaître par moment. Bon, maintenant, je la connais ça bien. Peut être aussi un moyen de dire à tous ces candidats là, qui se présentent pour l'échéance suprême, de dire qu'il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport à cet événement tragique, Walid. Le 17 octobre 61. On sait qu'il y a eu des pas de fait, mais c'est pas assez. Pour vous? Oui. Bah après, je sais pas. Nous déjà pour nous, c'est énorme ce qu'on vient de faire. C'est déjà un grand pas pour nous. Non, mais je parle pas de toi. Je parle des politiques et de la reconnaissance de cet tragique événement qui est une tâche dans l'histoire de France. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin pour toutes les histoires. Ouais. Déjà pour la guerre d'Algérie, pour pas mal d'histoires, franchement. Ce film peut être aussi un marqueur pour justement donner justement de quoi peut-être s'inspirer pour d'éventuelles promesses. On l'espère. On va l'emmener à l'Elysée. Hein. Bah oui, voilà. L'objectif, c'est de faire voir. Voilà, Monsieur le Président, exemple. Si vous nous entendez. On va l'emmener à l'Elysée. Non, mais il faut parce que c'est pas un film de guerre, c'est un film de paix, à fleur de peau. Ouais. Et le but, c'est le budget, ça a été dur d'avoir de l'argent, parce qu'on sait que un film, ça coûte cher. Ouais, on a été chercher, on a été taper aux portes, comme la mairie de Villejuif nous a soutenus, comme je suis un gosse de Villejuif. Ouais. La mairie de Paris. Après, on a eu des sponsors aussi qui nous ont soutenus, Palassar, pour faire la première. Après, bien sûr, c'est difficile d'avoir de l'argent pour aboutir à un projet.
Et vous, à titre personnel, dans votre cursus, il y a eu d'autres films avant? C'est quoi votre histoire un petit peu à tous les trois là? Bah, avec Jordan, on a déjà fait un court-métrage qu'il a réalisé qui s'appelle Joseph, qui parle un peu de son grand-père. Et... On s'est rencontrés sur ce film en fait avec Walid, et c'était un film en hommage à mon ancêtre avec un certain devoir de mémoire, et c'est là que l'histoire elle est belle. C'est que Walid a aussi fait son film avec son devoir de mémoire, et on l'a fait ensemble, quoi. Donc on a fait nos 2 devoirs de mémoire ensemble, et avec Hakim qui nous a rejoint et qui fait beaucoup de bien au projet. Bien sûr. Et non, ça a fait un trio qui ensuite s'est multiplié, s'est entouré de toute une belle équipe. Mais on a ce point commun de nos 2 films liés à nos ancêtres, comme une sorte de baptême avant de se plonger dans d'autres sujets. C'est le vivre ensemble, quoi. C'est le vivre ensemble, et surtout que je reviens à ce que tu dis par rapport à l'argent, c'est que nous on n'attend pas, on fait des projets. On y va, on fonce, on prend une caméra et on va tourner, quoi. Ouais. Tu vois, parce que c'est tout un... Sinon, t'attends trop longtemps. T'as trop longtemps pour avoir de l'argent. Et cette année, c'était les 60 ans en plus du 17 octobre 61. Donc, il y avait cette urgence-là. Walid connaissait très bien cet anniversaire. Et c'est pour ça que le 17 octobre, on était à Villejuif. On avait cette parole-là. Et on a tenu de réussir à livrer une grosse première version du film. On n'en parle pas dans les écoles, Hakim, de cette histoire du 17 octobre 61. On en parle très peu. Moi, je pense que c'est à l'âge de 15 ans, enfin j'ai 30 ans aujourd'hui, que j'ai appris ce que c'était. Et encore, je l'ai appris par le biais d'une musique de Medine qui s'appelle 7 octobre. Et quand Walid m'a proposé de coécrire le scénario, j'ai pas hésité. C'était une fierté, un honneur, comme l'a dit Jordan, de pouvoir, nous aussi, porter cette mémoire et peut-être la transmettre aux générations futures. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que se dise le public à l'issue et après avoir regardé votre film? Quelle est l'image que vous souhaiteriez qu'il garde, ou le message que vous souhaiteriez qu'il acquiert? Honnêtement, de se prendre dans les bras, tous. Même s'il y a la période Covid, de se prendre dans les bras et de se dire que ça peut arriver à tout moment et à tout le monde. Et plus jamais ça. Plus jamais ça. Surtout. Plus jamais ça, et de vivre en harmonie. C'est beau quand même, au lendemain d'un meeting de la haine. Ouais. Demain soir, c'est le meeting de la paix, c'est la projection de la paix et de la mémoire. Et comment répondre à la haine, justement, avec ce film à fleur de peau qui sera projeté demain pour l'avant-première? C'est où demain soir? C'est au MK2 Quai de Loire. Dans le 19e. Vous attendez du monde? On est plein. C'est complet. Vous êtes plein, ça y est, complet? La salle est pleine, et on est très très heureux. On remercie vraiment toutes les personnes qui vont venir. Il va y avoir une séance débat, j'imagine, après le film? Séance débat avec un making-of. Est-ce qu'il y a des dates de prévues de projection, là, dans les quelques jours à venir, pour le début de l'année, je sais pas? Pour l'instant, non, mais on aimerait qu'on tape à notre porte pour projeter le film. Et après, on va pas attendre, nous aussi. On va essayer de le projeter dans des festivals, on va essayer de l'envoyer à Arte, on va essayer de... Voilà, que ce film... Il devrait passer sur France Télévisions, ce film. On aimerait bien. On aimerait bien. Il sera proposé. Il sera proposé, après, voilà. Justement, il y a des réseaux sociaux pour vous suivre un petit peu l'actualité du film? Il y a sur nos pages déjà, Jordan Alefalos, Hakim Soudjaï et Walid Ben Mabrouk, déjà sur Insta, sur Facebook. On est vraiment présents dessus, quoi. Vous avez pas fait une grosse campagne de promo quand même par rapport à ce film? C'est dommage. Il faut les contacts, il faut de l'argent, il faut des subventions, il faut plein de choses. Déjà, on a fait une grosse première. On remercie encore pas la Sarthe de leur soutien, de leur partenariat, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Et demain, la première va être vraiment belle. Mais c'est beaucoup d'énergie, parce on s'imagine un énorme staff derrière. Et en fait, le staff, il est devant vous. Et c'est vraiment, on porte beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes, évidemment, qui nous aident beaucoup, et on les remercie du fond du cœur. Déjà vous, France Maghreb, de nous accueillir, c'est déjà énorme. Et combien de temps ça a pris pour faire ce film? Alors, il y a eu une période de 3 ans. 3 ans où il y a eu des hauts et des bas, des moments de doute. Des gens nous ont lâchés, et on s'est dit, mais en fin de compte, il n'y a que nous qui pouvons raconter notre propre histoire. Et on n'a pas attendu. Et voilà, on s'est dit... on n'a plus attendu. Parce qu'on avait attendu. T'avais attendu. Il a attendu longtemps. Il a écrit différentes versions, différents titres. Après, il y a eu Hakim. Mais c'est un combat puissant de faire un film. Mais là, on a tenu parce qu'il y a un énorme sujet. La période du Covid, je suppose, a été compliquée à passer pour tourner, pour... franchement, je vais vous dire honnêtement, on a fait la prépa au mois d'août. On a tourné au mois de septembre. De cette année. De cette année. Et on a monté pendant 2 mois le film. Et là, demain, il y a l'avant-première. C'est un exploit. Et on a accéléré. On a eu peur, effectivement, que le Covid revienne. Et du coup, le process qui devait s'étaler sur 1 an et demi, on l'a fait en 6 mois. C'est pour ça qu'honnêtement, on est très fatigués. J'imagine. Très fatigués. En tout cas, fiers de vous, les gars. Fiers de vous. Très, très fiers. Super fiers. Hakim,
super fiers et on sera encore plus fiers demain, je pense, quand on verra le public applaudir, j'espère. Hakim, Gamal ou Ali, Sabrina, une question peut-être à nos invités là qui sont venus nous présenter leur film qui sort demain en avant-première. On espère qu'il sera diffusé un maximum partout. Ce film sur le 17 octobre qui s'appelle À fleur de peau, les amis. À fleur de peau. Ouais, ce qui est amusant, ce qui m'a fait rire à l'instant, c'est quand vous avez évoqué le process qui vous a fait connaître l'événement, c'est que Medine est un ami. Ouais. On a bossé ensemble il y a quelques années. Ah bon? Et la question. Il parle plus, il me répond plus au téléphone. Ah, c'est dommage. Medine, réponds. Réponds-nous. Non, la question du 17 octobre m'avait demandé ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il m'avait posé la question pour que je donne des détails. Donc, on lui a un peu expliqué. Parce qu'à l'époque, j'ai fait il y a 10 ans un petit court-métrage de mobilisation qui devait justement donner l'image d'un ancien combattant FLN qu'on avait jeté dans l'eau, enfin l'Algérien en l'occurrence. Et c'est un jeune qui lui tendait la main. Et c'est passé sur Canal Algérie à l'époque en direct et ça avait bien marché. On avait mobilisé beaucoup de monde et il s'était posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pouvait rédiger par rapport à ça. Et il a fait sa musique à la suite de nos échanges. Ok, moi je me suis inspiré de mon père parce que mon père a connu le 17 octobre, vraiment. Et il faisait partie du FLN. Et bon, il a un certain âge, donc voilà. Et c'est lui qui m'a donné le déclic de raconter ce film, en fait. Voilà. Tu as réussi à avoir ses confidences parce qu'on sait que beaucoup de personnes âgées... Que maintenant. Voilà, on jamais trop raconté ce qui s'est passé. Exact. Par pudeur. Ouais, totalement. Il m'a raconté il y a même pas 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Que maintenant. Ouais. Donc, et ça t'a aidé, tu t'es inspiré. Ça m'a aidé, je me suis inspiré, exactement. Je vous invite vraiment à lire Jean-Luc Enodi qui a fait un travail extraordinaire. C'est lui qui est sorti de... Grand historien. Grand historien. C'est pas un historien. C'est un chercheur, mais il a fait un travail de mobilisation. Il faisait le tour des écoles. C'est lui qui faisait son travail, qui nous a quittés malheureusement. Et c'est lui qui a fait en sorte qu'on sorte de l'anonymat cette sombre histoire, parce qu'elle pendant pratiquement 40 ans, elle était masquée par les massacres de Charonne, les 9 communistes tués. Donc tout le monde mélange les deux, mais en réalité, c'est lui qui a mis ça en avant. Il nous a quittés il y a quelques années maintenant. Je vous invite vraiment à le lire, il était extraordinaire. Avec plaisir, merci. En tout cas, À fleur de peau, c'est le film, ça sort demain en avant-première, on espère en tout cas, et on se tiendra au parfum et au jus de ce qui va se passer pour vous. On vous souhaite tous les 3 bonne chance et bien vu pour ce film À fleur de peau. Bravo. Merci à vous, merci. Un grand bravo collectif à toute l'équipe, évidemment. Merci France Maghreb. Et à très vite pour Walid, Jordan et Hakim. À très vite les gars, merci beaucoup. Dans un instant, un petit zapping et on parlera, j'espère si on a le temps, de Macron et de sa vente record de ce week-end. Il n'est pas parti pour rien dans le golf. Un contrat assez juteux qu'il a signé ce week-end dans le golf. A tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Sabrina Nouri, avec Gamal Abina, avec Ali. Ils sont là avec nous sur France Maghreb 2. Tiens, on va faire un petit zapping les amis. Ça vous dit ? Allez, on met les casques. Alors c'était hier soir aux alentours de 20h et vous allez voir comment LCI, qui a retransmis comme 2 autres chaînes le discours, je ne sais pas si on peut appeler ça un discours d'ailleurs, de l'autre Z à Villepinte. Et écoutez comment les journalistes de LCI étaient subjugués par la performance de Zemmour. C'est hallucinant et c'est presque à en vomir. Comme vous, j'ai été frappé par la démonstration de force qu'on sent, bien sûr par la ferveur des gens qui l'entourent. Moi, j'ai vraiment pensé au meeting de Porte de Versailles du 14 janvier 2007, si ma mémoire est bonne, qui était le meeting qui a, non pas lancé Sarkozy, mais en tout cas qui l'a assis dans cette position, bien sûr. Et puis évidemment aussi par son éloquence, là en l'occurrence, hein, et notamment ce chapitre sur Macron, qui était saisissant parce que extrêmement cruel. Et alors, je veux dire, au fond, il y a évidemment à la fois un jugement politique et un jugement humain sur l'homme dans ce qu'il disait, mais c'était diablement bien troussé. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une mue vers le candidat qui, à cette heure, semble faite. Il y avait une mue attendue sur le fond. Et sur la forme, il y avait aussi des interrogations, Elisabeth Martichoux, quant à sa capacité à tenir un moment pareil. Parce que, faut le faire. Tout le monde ne tient pas un meeting comme celui-ci. Vous l'avez jugé comment ? Vous l'avez perçu comment, ce candidat Zemmour, maintenant ainsi dévoilé ? J'ai trouvé ça très pro, d'abord. Vous savez que depuis quelques jours, il traîne une accusation d'amateurisme. Ce meeting était très pro, très réussi. Et lui a été très bon. C'est pas encore un grand tribun. On en a connu des grands tribuns qui savaient tenir des foules avec vraiment un don d'orateur très particulier. Ça n'est pas encore ça, mais écoutez, comme c'était scandé, comme c'était bien rythmé, comme il a tenu la salle et comme le texte était bien écrit suffisamment pour que, en plus... Allez, stop, c'est bon, ça me suffit. Donc, vous avez entendu, vous avez incroyable hein, comment les journalistes de LCI, là je parle d'LCI, ont été subjugués par le discours de Zemmour. Ouais, voilà, bon. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que, pour être très objectif,
L'habillage est au rendez-vous, indiscutablement. Il a mis le paquet parce qu'il est financé par les hommes d'affaires. Par contre, il a le charisme d'un poulpe. Je suis désolé, il est très mauvais à niveau charismatique. Il n'a pas un physique très très avenant et surtout, il n'a pas du tout la voix d'un. Non, on s'en fout du physique, c'est pas le problème. Non, mais on parle de charisme, c'est un tout, c'est pas seulement le physique. Il est petit, il a une voix un peu tremblotante. C'est pas quelqu'un qui est charismatique. Il n'a pas une voix vraiment qui porte. On n'est pas sur Chirac là, on est vraiment très très en dessous. Donc le charisme inexistant, ils le disent pas ça. Et pendant ce temps-là, et un tout petit peu plus tôt dans la journée, c'était le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Autre ambiance, autre son de cloche. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus: non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. Et tout ça à la défense, évidemment, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on parlait de tribun, là, voilà un vrai. Là, il y a les accents gauliens. Là, il y a du niveau, effectivement, entre si tu veux comparer Zemmour à Mélenchon, il n'y a pas de comparaison possible. Là, on sent l'expérience, on sent le don d'orateur, vraiment. Il sait transporter les foules. Quand on est sur place, c'est vraiment quelque chose à vivre un jour, je pense. Et je le répète et je le redis, un jour, on étudiera ses discours à l'école, j'en suis certaine. Ouais. Il y a des discours. Non mais attends, le discours en 2017 à Marseille. Ah oui, ça celui-là, je suis désolée, j'en suis sûre qu'un jour on étudiera ça à l'école, j'en suis sûre. Ouais. Bon. Nouveau Blum alors. Pendant ce temps-là, hier, le ministre de l'économie, même si tu l'aimes pas trop, Gamal, Bruno Le Maire, a salué l'élection de Valérie Pécresse. Sa victoire est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour la démocratie, une bonne nouvelle pour le débat démocratique. Moi, je préfère que ce soit une fraction plus raisonnable des Républicains qui l'ait emporté. C'est la manière dont une partie de l'électorat des Républicains s'est radicalisée, s'est retrouvée dans les propositions d'Éric Ciotti, qui, dans le fond, sont très proches. C'est des propositions qui sont très proches de celles d'Éric Zemmour. Oui, voilà, c'était Bruno Le Maire. Effectivement, Éric Ciotti, d'ailleurs, qui a été scandé dans le meeting de... Alors là, c'est énorme. Non mais radicalisé. Est-ce qu'il a été un meeting de Valérie Pécresse avant de parler? Il n'y a aucune différence entre Ciotti et Pécresse. Ils sont tous les deux radicaux. Ils n'ont plus rien à voir avec la droite incarnée par De Villepin, Chirac, des hommes d'État. Ils ont à voir avec des petits. C'est vraiment un gang de personnes qui fonctionnent sur du copier-coller zemmourisme, malheureusement. Non mais là, Valérie Pécresse, forcée de constater qu'elle va devoir composer avec Éric Ciotti, qui est lui-même raccord avec Zemmour. Enfin bon, là, ils sont dans le même panier, je crois. Ils vont s'entendre entre eux et puis ça ira bien, mais on sera là pour les combattre. Bon, allez, et pour finir ce zapping, une grosse bourde signée Soprano Imaginez. C'est pendant le Téléthon. Donc on est devant un public qui, pour beaucoup, pas de bras, pas de jambes. Voici ce que dit Soprano. Tout le monde les bras en l'air. Et avec nous, on y va. Tout le monde les bras en l'air. Et on y va. On se revoit comme tu es. Voilà, Soprano au Téléthon. C'est pas drôle, arrêtez. Gamal est mort de... mais il a oublié son cerveau où, lui? Ah non, mais c'est pas drôle, mais bon. Énorme. Alors Gamal, on l'a perdu là, ça y est. Ah non, mais c'est énorme. Ça y est, Soprano, reviens avec nous. Change de nom, Soprano, c'est pas le niveau. Non, mais voilà, bon. C'est Alto, peut-être. Alto. Voilà, on va l'appeler Alto maintenant. Ça va. Oh, c'est n'importe quoi. On va parler très rapidement et pendant 2 minutes de cette signature qui a eu lieu ce week-end. Macron est parti dans le golf, une signature historique. Pour Dassault notamment, puisque le groupe Dassault vient de conclure un contrat record aux Émirats Arabes Unis, notamment la vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. Macron qui a mis en avant la lutte contre le terrorisme pour s'en expliquer. Et puis il y a eu aussi cette rencontre avec MBS. Et également, alors là aussi, pareil, l'Arabie Saoudite qui est le premier acheteur. Non, c'est MBS ou MBZ? MBS. Okay. Après, il a rencontré MBS. Et effectivement, l'Arabie Saoudite qui est le premier acheteur en France d'armes. Ça pose beaucoup de problèmes, cette histoire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une grosse guerre au Yémen. Et que l'Arabie Saoudite est partie prenante dans cette guerre, à la tête de cette coalition.
D'ailleurs, certains disent ce sont des contrats de la honte qui ont été signés, à l'image de Yannick Jadot ce week-end. Quelle est votre position sur justement ces contrats commerciaux, on parle de 16 milliards, et ces droits de l'homme qu'on a tendance un petit peu à oublier parfois, même souvent quand il s'agit d'aller vendre des armes dans ces pays-là, dans ces pétromonarchies? Oui, quand il s'agit d'armes, d'argent, bien évidemment que les hommes et les femmes, les enfants ne sont pas du tout la priorité. Ce sont des choix, il a fait son choix. Je pense que le ridicule, la situation ridicule et ubuesque qui s'est passée avec les Australiens ont fait qu'ils ont cherché, c'était peut-être dans les tuyaux déjà, je gouverne pas avec lui, non, mais voilà, à un moment donné, là je crois que c'est une erreur. On peut aller chercher, faire des contrats autrement, différemment, en mettant en priorité des hommes et des femmes et des enfants, et non pas aller vendre des hélicoptères militaires, des Rafales, tout ça on le sait aujourd'hui, que en fait l'argument pour dire oui c'est pour combattre le terrorisme aujourd'hui ne tient pas. On sait très très bien comment les États-Unis fonctionnent, comment la Russie fonctionne, comment la Chine fonctionne, et aujourd'hui la France s'embarque dans cette course business avec des hommes qui ne sont absolument pas fréquentables, qui peuvent tuer des journalistes, des PC, peu importe. Bref, on ne va pas expliquer le détail de ce que ces hommes peuvent faire dans leur pays. Alors, Sabrina, pas de monologue parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, j'ai expliqué mon propos et j'ai donné mon avis. Écoutez ce que dit Macron par rapport aux critiques, le fait qu'il ait été en Arabie Saoudite discuter avec MBS, par exemple. Écoutez ce qu'il dit, Macron. Qui peut penser une seule seconde qu'on aide le Liban, qu'on préserve la paix et la stabilité au Moyen-Orient, qu'on œuvre, si on dit on ne parle plus à l'Arabie Saoudite, le pays le plus peuplé et le plus important du Golfe. Nous sommes une grande nation qui doit œuvrer dans le concert des nations, et c'est cela de tout temps. Est-ce que Ali t'a convaincu, Macron, là? Si on est sur le plan géopolitique, bien entendu que la France, elle doit quand même être présente à l'échelle des grandes nations. On a comme les États-Unis, on a la Chine, on a l'Inde. Donc aujourd'hui, il y a une reconnaissance quand même de la France, qu'on le veuille ou non. Alors là, on parle effectivement d'armes, mais c'est quand même la position française. Moi, je suis pour que la France, que notre pays, maintienne sa position dans ces pays que sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. C'est très intéressant comme question, ça. Pardon? Quelle position? Celui d'aller vendre des armes ou de faire la leçon des droits de l'homme? Alors, si tu parles des armes, il y a deux choses. Il y a un acheteur et un vendeur. Si effectivement ces armes, c'est pas la France qui va les vendre, ce sera certainement un autre pays qui va les vendre, notamment les États-Unis ou éventuellement la Chine. C'est peut-être pour effacer le gros couac avec l'Australie, non? Non, pas forcément. Je crois qu'il faut pas être binaire. Si toi tu vends pas les armes, quelqu'un d'autre va les vendre. Donc le problème il est réglé. Donc ça pose pas de problème de conscience, rien du tout. Je termine. Non mais c'est pas un problème de conscience. Si on est dans une position. Ali, pardonne-moi, je suis obligé de te couper. J'ai la pub. Ça voilà. J'aimerais bien parler. Dans un instant. Je passe la pub parce que nous aussi on a des trucs à passer, nous aussi on gagne de l'argent. Il n'y a pas que Macron qui va vendre des armes. Mais nous c'est beaucoup moins violent, nous. À tout de suite. Le Grand Forum, l'émission de référence, on était en train de parler, Ali était en train de parler, de nous expliquer finalement à propos de cette vente, grosse vente, 16 milliards visiblement, 80 Rafales qui vont être vendus aux Émirats, et des hélicos, etc. On parlait avec Sabrina il y a quelques instants de cette problématique justement d'aller vendre des armes à des pétromonarchies qui font la guerre avec, et qui font la guerre par exemple au Yémen. Ali, quand on fait de la géopolitique, il n'y a pas de... Non, c'est pas forcément quelque chose, je t'explique, de binaire. La France n'est pas en train de faire la promotion de la guerre au Moyen-Orient. Voilà. Il y a un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui souhaitent acquérir du matériel militaire. Toi, que fais-tu en tant que chef d'État? Tu vas dire non, je ne réponds pas. Une autre nation va répondre, que ce soit les États-Unis éventuellement, ou d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Australie va peut-être dire ok, moi je vais leur vendre. Qu'est-ce qui va se passer? La France est quand même la 6e puissance mondiale. Elle a envie quand même de jouer un rôle. Je suis pas en train de...
je ne suis pas en train de faire la promotion de la guerre, loin de là. Mais aujourd'hui, la géostratégie et la géopolitique, elle est là. Aujourd'hui, si la France, elle peut se permettre de vendre encore des armes à ces pays-là, au moins, on pourra encore être écouté. Parce que sinon, demain matin... Donc c'est une bonne chose, Ali. Tu salues. Oui, tu salues. Non, moi, c'est terminé. C'est pas binaire. Je ne suis pas en train de saluer, je veux simplement dire, au moins, aujourd'hui encore, la France, on a encore notre position dans ces pays-là. Alors non, là, il y a deux choses qui ont été dites. Bon, d'abord, quand on vend des armes, c'est pour tuer des gens, ça c'est réglé. On va pas non plus tourner en rond. Il n'y a pas de droit de l'homme quand on va tuer des Yéménites, qui est le pays le plus pauvre de la terre, face à un des pays les plus riches de la terre, qui est l'Arabie des Saouds. Ensuite, non, restons sur la zone. D'accord. On parle pas d'Algérie. On parle pas d'Algérie, on parle pas de Zemmour. Restons sur la zone. Maintenant, il faut être clair. C'est quoi? On parle pas de l'Algérie. On va être dur et violent. 16 milliards. Des avions qui étaient invendables. Ils n'en ont vendu pour l'instant que moins de 400, dont les 2 tiers, c'est l'armée française qui les a achetés. 16 milliards, c'est quoi? C'est du Rafale, un des meilleurs avions au monde, qui est très difficile à vendre parce que trop cher. Il coûte 100 millions de dollars quand le F-16. Quand le F-16-35, lui, le F-35 coûte 70 millions de dollars. Pourquoi est-ce que la France va là-bas? Elle ne va pas là-bas pour les droits de l'homme, ça, arrêtez de foutre de nous, c'est des armes qu'on vend, donc il n'y a pas de droit de l'homme dans les armes. Elle n'y va pas pour une influence soi-disant française dans la région, c'est faux. La France est influente comme l'Amérique, comme n'importe quel pays dans la région, c'est pas la vente d'armes qui fait l'influence, c'est l'appui politique. La France y va pour faire des affaires, parce que ça garantit 6 ans de travail du côté de Dassault pour fabriquer avec une centaine d'équipementiers. Livraison 2027. Voilà, il faut quasiment un mois par avion. 80, c'est considérable. Ensuite, on n'y va pas parce qu'on veut prôner la guerre. Il y a une guerre qui existe. Elle s'appelle la guerre économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre McDonnell Douglas et Dassault, il y a une guerre violente qui fait que Dassault a vendu quasiment peu d'avions, 400 maximum, quand McDonnell Douglas est à 1000 avions vendus. C'est du business. Il faut arrêter de rêver. Même si Macron va endormir les gens avec MBZ, qui est un barbare indiscutable, pour dire je vais tout faire pour lui vendre des avions, il en vend. Tu fais quoi concrètement? Il faut une guerre économique. Mais tu fais quoi alors? Non, mais concrètement. Macron fait son travail. Non, mais je te pose une question. Je te réponds. Tu me poses une question, tu réponds. Voilà, vas-y. Macron fait son travail. Tu fais quoi? On annule la vente, on vend pas. Non, on vend pas. Mais est-ce que je t'ai dit on annule la vente? Moi, si l'Algérie fabriquait les armes, il faut les vendre. Non, on parle pas d'Algérie, pas de la France là. Non, c'est pas le sujet. On parle pas de l'Algérie. Attends, on n'en parle pas. On vend pas. Ce n'est pas le sujet de savoir. On fait quoi? Mais il est chelou, c'est une question que je te pose. Il a fréquenté la France insoumise, Ali, ça y est, ça se voit. Voilà. Je te réponds froidement. Dans une guerre économique, tous les coups sont permis. Mais ça n'est pas l'influence, c'est une influence de thunes. C'est-à-dire que la France veut garantir que son industrie militaire fonctionne parce qu'il y a 5 pays qui vendent le plus d'armes. Tu reviens vers moi, il fallait vendre. Mais je ne reviens pas vers toi. Toi, tu dis qu'elle vend pour une influence, moi je dis qu'elle vend pour l'argent. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes parce qu'elle ne veut que de l'argent. Ce qui rapporte le plus d'argent au monde, c'est pas les tomates, d'accord? C'est pas le tourisme, c'est le militaire. Les plus grosses sociétés qui vendent le plus d'armes actuellement, c'est la Russie et les États-Unis. Je signale que Total est au Moyen-Orient, Total est une boîte française. Donc Total rapporte plus d'argent que le militaire. Non. Le militaire rapporte plus d'argent que le pétrole. Total rapporte plus d'argent que le militaire. Le militaire rapporte plus d'argent que le pétrole. Revois tes chiffres, s'il te plaît. Total rapporte plus d'argent. Non, c'est faux. Total ne rapporte rien à la France parce qu'il est dans le Moyen-Orient et que les impôts sont collectés dans la région. Il ne donne pas d'argent à la France. J'ai rencontré de Margerie qui te l'aurait dit en tout état de cause. Ça ne rapporte rien à la France. Christophe de Margerie. Il a dit très froidement, moi, quand je suis au Congo, quand j'exploite le pétrole, je fais en sorte de ne pas payer d'argent en France parce qu'effectivement, c'est au Congo qui paye. Donc, il faut être clair. Ce qui rapporte de l'argent à la France, c'est le luxe, c'est vrai, un peu le tourisme et à mort les armements. Et il faut être logique. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de s'offusquer. Évidemment que les États sont des monstres froids qui veulent de l'argent. En fait, vous êtes d'accord, les gars? Non, voilà, on est gars. On n'est pas d'accord. Si vous êtes d'accord. Non, on est d'accord sur le côté. Vous êtes en train de dire la même chose. Non, on dit pas la même chose. Moi, je suis dépité. Sur la conclusion. Attends, Christophe. Je suis dépité parce qu'on rentre dans une ère où on a une urgence climatique, écologique, sociale. Il va y avoir des déplacements de millions de personnes qui crèvent la faim parce que la sécheresse, pas d'eau. Et nous, on est en train de débattre sur Monsieur Macron qui ramène des milliards à la France pour aller les donner aux riches. De toute façon, on connaît le chemin, tout est tracé. Et on laisse des gens crever et on laisse des gens. Eh bien, moi, je suis pas d'accord avec cette géopolitique, comme tu dis. Voilà, l'offre et la demande. Je ne suis pas d'accord avec cette politique qui est menée. Et peu importe si les États-Unis vendront, nous n'en vendrons pas. Et peu importe si la Russie vendra, nous n'en vendrons pas. Je ne sacrifie l'emploi parce qu'avec la bifurcation écologique, la planification écologique, nous créerons des emplois au même titre que ceux qui vendent des armes. Je suis désolée. L'urgence de demain, c'est pas faire des guerres. L'urgence de demain, c'est l'urgence économique, c'est l'urgence climatique. C'est cette urgence-là. Ce n'est pas l'urgence de la guerre. Je suis contre les guerres. Je suis contre ça parce que ceux qui souffrent, au final, ce sont les pauvres. Arrête le meeting, s'il te plaît. Si je ne suis pas en meeting. Non, tu réponds pas. Si Monsieur Mélenchon arrive au
commande, jamais il sacrifiera. Mais je parle pas de Mélenchon, là je te parle de moi, je te dis que... À titre personnel. À titre personnel. Si Monsieur Mélenchon de la France Insoumise... Attends, Sabrina. Si Monsieur Mélenchon de la France Insoumise arrive aux commandes, il va jamais... Jeudi, il y a une conférence géopolitique. T'as eu un discours tout le dimanche, laisse-moi un petit peu de place. Non, moi j'ai rien dit. C'est un grand discours, donc. Non, si Monsieur Mélenchon arrive aux commandes, il va jamais toucher à Dassault Industries, il va jamais toucher à Rafale, il va jamais toucher à tout ce qui est équipementier, parce que je rappelle que les armements, c'est avant toute chose des motoristes. C'est quand même ceux qui ont construit les voitures qui ont fait les armements, faut le rappeler. Hein. Je veux dire, Peugeot construisait des missiles avant les voitures. Tout le monde l'a oublié, ça. Enfin, des missiles, plutôt les canons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si monsieur, quel que soit le président d'ailleurs qui arrive aux commandes, il ne prend pas le risque de détruire le fleuron de l'industrie française, parce que ça rapporte plus d'argent que n'importe quoi. Dernière question, est-ce qu'on peut considérer que la France se rend complice de la guerre au Yémen? Totalement. Ali? Non. Bah si, pas du tout. T'es équipe les belligérants, t'es complice. Alors, ouais, mais indirectement, excuse-moi, t'es complice, arrête. Non, tu vends, bon, si, tu sais que ça Il a le droit de répondre ou quoi? Non, mais j'ai le droit, je dis non pour la simple bonne raison, c'est que, je répète, c'est pas parce que tu achètes des armes automatiquement que tu fais la guerre. Quand je faisais... Ils font déjà la guerre, ils font déjà la guerre. Quand je faisais... Ah non, mais bien sûr. Non, ils sont en guerre. Quand je te faisais avant référence sur l'Algérie est le pays qui achète le plus d'armement en Afrique, 25%. Non. 25% du budget en Afrique, c'est l'Algérie. Donc, non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est l'Algérie. Je répète, c'est l'Algérie. C'est faux, c'est que tu le veuilles ou non, c'est l'Algérie. C'est pas pour autant que l'Algérie, c'est pas pour autant. Non, mais je parlais simplement. C'est l'Égypte. Il faut être un peu cohérent. Regarde tes chiffres, s'il te plaît. Je vais te donner ta part. C'est l'Égypte le premier contributeur qui achète le plus d'armes. L'Algérie paye 13 milliards de dollars. Regarde l'Égypte. Bon, Christophe, il faut que tu vérifies les chiffres. Ouais, voilà, on va vérifier. On fera ça demain. Voilà, d'accord. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 16h avec Tarek Sassi qui s'est perdu au meeting de Zemmour évidemment. Et Pierre-Henri, merci ma Sabrina. Salut Ali, salut Kamal. Et dans un instant, on va changer de sujet, on va se détendre avec Medjed et Cheikh Neri. Salut à tous et à demain.